Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Je ne dis jamais comme ça d'habitude. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Oh, moi aussi, il faut que je l'éteigne du coup. Merci et bravo d'avoir bravé ce Mistral qui nous apporte le soleil et aussi un peu de fraîcheur. On en a bien besoin. Puis ça répand tous les pollens. Donc c'est bien pour ceux qui craignent les allergies. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Adrien Medergikian. Non, Megerdikian. Pardon. Pardon. Non, t'inquiète. Je ne dois pas être le seul à estropier. Adrien est de formation biologiste, par accident psychologue, et puis surtout primatologue. C'est ça? Oui, c'est le mot pour dire tous ceux qui s'intéressent aux primates, quoi, disons. Voilà. Donc on fait tous primatologues, plus ou moins. Et donc ce soir, il vient nous parler des origines du langage. Moi, j'ai l'habitude de dire de la primauté du geste à la parole, mais peut-être qu'il va nous l'expliquer différemment. Mais dans tous les cas, je suis vraiment très très content qu'il ait accepté de participer à ce cycle de conférences sur le langage. Et vous êtes punis, l'an prochain, nous allons recommencer avec un cycle au moins aussi important, un cycle de 6 conférences. Ça me semble intéressant d'avoir des points de vue différents avec des chercheurs et des enseignants qui apportent leur point de vue sur des thématiques très particulières. Et nous poursuivrons la semaine prochaine avec une autre chercheuse qui elle aussi s'intéresse aux singes, mais elle va me gronder quand elle va entendre ça, qui viendra elle aussi nous parler de la capacité des primates à entendre et à comprendre. Mais Adrien, un grand merci. Et on a l'habitude d'applaudir avant, même si c'est pas bien, mais au moins on applaudit. C'est à toi. Merci. Merci beaucoup déjà Jean-Pierre de m'inviter à sortir de chez moi déjà pour rencontrer des primates Homo sapiens sapiens. On est un peu isolés avec nos babouins là-bas et on n'a pas souvent l'occasion de parler de nos recherches en fait, donc c'est super cette université populaire là, c'est vraiment génial d'organiser ça et nous on sort de nos labos, on peut raconter un peu ce qu'on fait, enfin c'est vraiment super. Merci à Laïla aussi qui nous a mis en contact, Laïla avec qui on a un projet d'ailleurs ensemble, qui nous a mis en contact avec Jean-Pierre et qui m'a embarqué du coup dans l'aventure. C'est aussi très agréable aussi de faire une conférence pour la première fois mais avec une bière à la main, j'ai jamais fait ça, c'est génial. Il y a le bar juste derrière, c'est quand même pas mal quand même. Et on peut aller en cours de route. On peut s'approvisionner, mais je peux te mettre en perfusion s'il y a besoin. Non, ça va. Mais vous filmez quand même. Ah oui, d'accord. Tu coupes ça. Donc moi je viens d'un laboratoire de psychologie qu'on appelle le laboratoire de psychologie cognitive qui est basé à Saint-Charles. Donc c'est un labo de psycho qui s'intéresse au processus cognitif humain. Et depuis peu, je crois que c'est en 2012, il y a Joël Fagot, un primatologue, qui a commencé à réunir une équipe pour créer une équipe spécialement dédiée dans ce laboratoire à l'étude de la cognition dite comparée. C'est-à-dire l'idée c'est de comparer des espèces, en tout cas des systèmes cognitifs à travers les espèces. Donc dans l'équipe il y a des gens qui travaillent sur le chien, il y a des gens qui travaillent sur l'humain, lui il travaille sur babouin et c'est comme ça qu'il m'a approché pour intégrer l'équipe et développer vraiment la psychologie animale dans ce laboratoire, quoi. Et donc c'est sûr que le parti pris c'est quand même de prendre comme référentiel des processus cognitifs psycho connus chez l'humain et de voir si on peut les étudier chez l'animal, si on peut les retrouver dans d'autres espèces animales. Et dans cette équipe, moi, mon grand dada, c'est de travailler sur cette grande question des origines du langage, donc s'intéresser à cette grande propriété qui intéresse en fait pas que des primatologues, ça intéresse beaucoup de monde dans plein de disciplines différentes comme la psychologie évidemment, l'anthropologie, la paléoanthropologie, les philosophes aussi s'intéressent beaucoup à cette question, les linguistes évidemment, il y a des acousticiens, il y a des neuroscientistes, enfin bref, c'est vraiment multidisciplinaire cette grande question théorique qui touche vraiment tout le monde et nous on apporte une toute petite contribution qui reste minime mais par la primatologie, en étudiant nos chers cousins, les primates non humains.
Et je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt de travailler d'observer nos chers cousins les primates pour essayer de comprendre, détecter certaines origines de certaines propriétés du langage humain. Donc je vous ai mis là ici un petit arbre qu'on appelle un arbre phylogénétique, c'est-à-dire une sorte d'arbre des espèces qui permet aussi de dater. Vous voyez, c'est comme un arbre avec des branches, et chaque intersection correspond en fait à une bifurcation qu'on peut dater dans l'histoire, et ce qui va dater à peu près ce qu'on appelle l'ancêtre commun. Okay, donc en gros, entre le chimpanzé et l'humain et le bonobo, on estime que l'ancêtre commun remonte à peu près à entre 5 et 7 millions d'années. Okay, l'ancêtre commun, gorille, chimpanzé, bonobo, humain, on peut le dater encore plus loin. Apparemment, la bifurcation s'est faite après 9 millions d'années, etc., etc. Donc si vous repoussez au babouin ou au macaque, vous pouvez remonter à l'ancêtre commun qui date à peu près à 35 millions d'années avant que dans l'évolution ça finisse par se séparer. Ok ? Ça va ? Alors imaginez maintenant qu'on trouve des points communs. Des points communs en termes de processus cognitifs, en termes de cognition, en termes de système de communication. Imaginez qu'on trouve des points communs dans certaines propriétés entre le chimpanzé et l'humain et le bonobo. Par contre, on ne retrouve pas du tout ce trait-là, ni chez le gorille, ni chez l'orang-outan, ni chez le macaque, ni chez le babouin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut proposer l'hypothèse que cette propriété-là, commune, pourrait remonter, en fait, avoir été héritée à partir de cet ancêtre commun il y a 6 millions d'années. C'est comme ça qu'on peut arriver à dater, si vous voulez, indirectement, dater l'origine de certaines propriétés. Ça va ? C'est assez clair ? Donc évidemment, si on trouve cette continuité, ce point commun entre chimpanzé, gorille, bonobo, enfin toute la clique, jusqu'au babouin, pourquoi pas au-delà, on peut aller jusqu'à la souris, jusqu'à l'abeille, jusqu'à l'éponge de mer, il n'y a pas de souci, on peut remonter aussi loin que vous voulez, jusqu'à la pierre, jusqu'aux atomes, on peut aller jusqu'à l'ancêtre commun de l'univers, ça marche aussi, on peut aller le plus loin possible. Alors en cognition, quand on s'intéresse à une grande propriété comme le langage humain, en général on cible pas très loin, on s'arrête aux primates, un peu aux mammifères, on peut aller jusqu'aux poulpes aussi, il y en a qui y vont, il y en a qui vont. À l'abeille aussi, vous allez voir pourquoi. Mais bref, c'est ça notre approche. C'est pour ça qu'on appelle ça cognition comparée, parce qu'on compare du coup ces espèces entre elles. Et d'où l'intérêt de travailler sur les primates. Sauf qu'on a un souci. On a un souci quand même. Quand on parle de langage, en tout cas, quand on parle de langage, les linguistes et les psychologues, pour eux, le terme langage, ça désigne uniquement le système de communication linguistique humain. Ce terme-là, langage, c'est la langue. C'était une étiquette, si vous voulez, arbitraire, pour juste désigner ce système de communication spécifique à l'espèce humaine. Okay ? Après, ce terme, il a un peu changé parce qu'on se met à utiliser langage pour désigner tous les autres systèmes de communication dans le règne animal. Donc on parle de langage des abeilles, on parle de langage des plantes, langage de la nature. Donc on entend ça dans la vulgarisation scientifique, c'est un terme qu'on emploie, que nos collègues aussi emploient. Mais du coup, quand on emploie nous le mot langage, c'est vraiment pour désigner le système linguistique humain. Et du coup, on se fait engueuler par les étudiants quand on sort ça. Dès qu'on parle de propriétés propres à l'homme, tout le monde nous jette des tomates, quoi. Mais non, mais les animaux, ils ont le langage aussi. Les abeilles, elles ont un langage. Les phoques, j'ai vu un documentaire sur les dauphins qui avaient un langage. Et du coup, on est obligé de repréciser le choix des termes pour rappeler que oui, le mot langage, tel que je vais l'employer ici dans ce petit cours, c'est vraiment désigner le système linguistique humain. Okay ? Et il y a effectivement, si on voit le langage comme la parole, on voit aucun équivalent en fait dans le règne animal. On a plein d'autres systèmes de communication, tout aussi complexes, mais on ne peut pas vraiment parler de langage tel qu'on l'entend dans l'espèce humaine. Ça va ? Donc pourquoi étudier les singes en fait ? C'est ça le truc. C'est ce que nous ont dit des collègues d'ailleurs. Des collègues psychologues ou linguistes, ils ont dit mais quel intérêt de travailler sur le singe si vous dites que c'est propre à l'espèce humaine ? Dans ce cas-là, on s'arrête à la lignée, si je remonte là, on va s'arrêter à la séparation, je ne sais pas si vous voulez le petit curseur, on va s'arrêter... On va s'intéresser après à la séparation Homo sapiens et les restes des espèces primates. Donc ça, c'est le boulot des anthropologues, des paléanthropologues qui essaient de retracer dans les lignées humaines quand est-ce que ça a émergé, quoi, en gros, la parole. Et nous, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, c'est propre. Si on voit le langage comme la parole, il n'y a pas de
il n'y a pas de traces dans d'autres espèces animales. Donc du coup, on nous pose cette question très justement, mais vous n'avez aucun intérêt à travailler sur les singes du coup. Vous apportez rien. Vous n'êtes pas linguiste, vous n'êtes pas psychologue, vous avez travaillé sur les animaux qui n'ont pas le langage. C'est quand même bizarre. Pour retracer des origines, c'est un peu bizarre. Alors du coup, nous, on a réfléchi à la réponse. On était un petit peu emmerdés quand même. On a dit oui, effectivement, les singes n'ont pas le langage. Mais tout dépend comment on définit le langage. D'accord ? Suivez bien, parce que attention, faut s'accrocher. Si on voit le langage comme une seule propriété, unique, indivisible, comme un bloc, en fait, en gros, si on le résume à la parole, effectivement, on est tous d'accord pour dire que seule l'espèce humaine a cette propriété-là. Et dans ce cas-là, si on définit le langage comme un bloc indivisible, effectivement, on date son apparition, enfin, on date l'apparition de la parole avec l'Homo sapiens. Donc ça remonte à 350 000 ans. Certains s'interrogent si ça existe chez Néandertal un peu avant, enfin bref. Donc il y a tout un débat là-dessus. Moi, je ne veux pas me positionner, hein, nous, on est des primatologues. Mais si par contre, là, effectivement, nous, on n'a rien à dire. Hein. Si on voit le langage comme ça, nous, on est foutus. Tous ceux qui bossent sur l'animal, on n'a rien à dire. On sait que ça date à l'Homo sapiens. Et en fait, si par contre on commence à voir le langage, non pas comme un bloc indivisible, mais plutôt essayer de voir ça comme une sorte de constellation de propriétés cognitives. Faisons l'effort un instant de décomposer le langage dans toutes ses composantes. Okay ? On casse le bloc et on va essayer de repérer tous les ingrédients. Okay ? Et là, si on voit le langage comme ça, on réalise que si on prend une des cartes, une des composantes cognitives, on va réaliser que, je ne sais pas, moi si je prends l'intention par exemple, l'intention, c'est fondamental dans le langage, l'intention. Quand je communique avec vous, je fais de la communication dite intentionnelle, c'est-à-dire que je vais produire volontairement un message et je vais m'assurer que vous suivez. Que ce message-là est bien reçu. C'est ça mon but, c'est ça mon intention. Si je vois que vous piquez du nez, vous jouez sur votre portable, je pense que mon intention communicative n'aura pas abouti. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'attirer votre attention. Ou alors, ce que font les enseignants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reformulent. Ce qu'on appelle la persistance, c'est-à-dire qu'ils vont répéter leur signal jusqu'à atteindre le but recherché. Okay ? Ça, l'intention dans le langage, ça fait partie des composantes fondamentales. Eh bien, l'intention, on en trouve dans le mouvement chez les animaux, sans problème. Un chat qui essaie de pousser la porte pour entrer, avec son museau, sa patte, je sais pas, il fait c'est pas de la communication, il fait de l'intention. Il a l'intention de passer la porte, il va tout faire pour y arriver. S'il n'y arrive pas, il va faire quoi ? Il va reformuler. Pareil, on va retrouver le même schéma, c'est-à-dire qu'il va élaborer une stratégie, il va jusqu'à atteindre le but recherché, quoi. L'intention, on la retrouve dans le langage, dans la communication évidemment humaine. On voit bien que c'est une propriété qu'on retrouve chez l'animal, ça. Ok ? Je peux prendre le même exemple, si je prends par exemple, la catégorisation, ça c'est intéressant. Catégorisation, c'est cette capacité qu'on a, enfin notre lexique, tous nos mots, si vous voulez, sont organisés sous forme de catégories dans notre cerveau. On a besoin de cette propriété cognitive pour ranger, si vous voulez, notre chambre et mettre ça dans des boîtes. Ça permet de retrouver plus facilement les objets. Quand vous avez étiqueté dans des boîtes les catégories d'objets, vos bouquins, ou même rien que dans les bouquins, on fait de la catégorisation pour bien les ranger. Et ça permet quoi ? Ça permet au système cognitif de retrouver plus facilement l'info. Si je vois un lion, par exemple, avant de chercher, si jamais c'est le foutoir dans ma chambre, pour retrouver l'information cognitive, attention, il est où le lion là ? Il est où ? Hop, c'est trop tard. On se fait bouffer. Donc il y a une vraie fonction adaptative de survie à catégoriser l'information qu'on perçoit. C'est vraiment une fonction qui n'est pas propre au langage. C'est ça où je veux en venir. Cette propriété-là, on la retrouve dans toute notre faculté de percevoir le monde, en fait. Et ça, cette faculté-là, on en retrouve chez le pigeon, on en retrouve chez la souris. Quand elle explore son environnement, elle sait faire la différence entre un chat et un sac de riz, parce qu'elle arrive à les mettre dans des catégories bien distinctes. Et ça, cette propriété-là, elle est transversale, elle n'est pas propre au langage humain. On le retrouve dans le système cognitif de quasiment tous les animaux. Ok ? L'apprentissage associatif, par exemple. Vous savez, cette capacité pavlovienne d'associer des choses ensemble.
Si il y a un son et qu'à chaque fois qu'il y a une bière qui arrive, à force, je vais finir par me dire, dès qu'il y a le son qui arrive, je sais que la bière va arriver. C'est une prédiction que je vais finir par apprendre. Eh bien ça, Pavlov l'a montré chez le chien, mais ça existe même chez l'abeille. Essayez de développer le langage sans cette capacité d'apprentissage-là, vous aurez du mal à développer le langage, quoi. Donc c'est là où je veux en venir. Si vous reprenez toutes les composantes cognitives du langage, tout ce qu'on a besoin pour faire du langage, en fait, toutes ces composantes, je vais y arriver, toutes ces composantes-là, on les retrouve quasiment toutes chez l'animal. Ok ? Donc il ne s'agit pas de chercher les origines du langage, mais plutôt chercher les multiples racines des origines de l'ensemble de chacune des propriétés cognitives et comment elles ont commencé dans l'évolution à se parler entre elles. Vous voyez ? Parce que c'est ça qui fait peut-être la spécificité du langage humain, c'est qu'on a réussi à mettre ensemble toutes ces compétences-là pour en faire une propriété unique. Ok ? Et c'est ça peut-être qu'on doit essayer de s'interroger, c'est comment, dans l'évolution, ces propriétés ont commencé à se parler entre elles, quoi. Donc le langage n'existe pas en fait. Le langage, c'est plutôt une sorte de chef d'orchestre qui fait jouer plein de propriétés ensemble, quoi. D'accord ? Mais c'est juste un petit liant, quoi, si vous voulez. Ok ? Et bien évidemment, avec cette approche-là, nous, on a réussi à remettre le pied dans la porte pour remettre l'animal au centre de ces recherches-là. Vous avez compris ? Ouais. C'est comme ça qu'on a sauvé notre beefsteak. Je peux poser des questions. Ouais. Voilà. Donc après, dans ce petit monde-là des primatologues qui ont réussi à mettre un pied dans la porte, on n'est pas tous d'accord aussi. On s'engueule pas mal sur la théorie à proposer, mais en gros, il y a deux grandes tendances qui s'est dégagées. Il y en a certains qui disent, nous, on pense trouver des interactions de propriétés cognitives grâce à la modalité vocale. Okay ? En gros, le langage serait bien issu de l'évolution des systèmes de communication vocale. En partant des cris des animaux, on serait arrivé à la parole. Okay ? Donc certains trouvent des points communs entre système de communication vocale de nos chers cousins les primates et le langage humain. Ouais. Ouais, ils ont des cordes vocales, ouais, ils font des sons, ils ont un répertoire de vocalisation d'ailleurs assez riche, hein, les primates. Et puis il y a d'autres, nous on s'est plutôt inscrit là-dedans, il y a d'autres primatologues qui pensent trouver plutôt des synergies de propriétés cognitives plutôt grâce au geste, grâce au mouvement. Et pourraient défendre l'idée que ces propriétés-là, on va les voir, seraient parties grâce au geste en fait, chez nos ancêtres communs avec les primates non humains. Donc pour revenir un peu à ces histoires, à ces grandes découvertes sur les systèmes de communication des primates, la plus connue c'est la découverte c'est Dorothy Cheney et Robert Seyfarth qui ont découvert dans les années 80 en fait que les petits singes verts, les vervet monkeys, émettaient des cris d'alarme. Donc ça c'est assez connu dans l'animal. Il y a un prédateur, on crie ah. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réalisé qu'il y avait 3 cris distincts selon le type de prédateur. Donc s'il y a un léopard qui arrive, le singe vert il crie. S'il y a un serpent, il crie mais avec un autre son. Et puis s'il voit par contre léopard, serpent, un aigle, voilà, il crie aussi avec un son distinct. Alors les chercheurs, ils se sont amusés à enregistrer ces sons-là. Et après, ils les ont rebalancés dans le groupe en milieu naturel avec des haut-parleurs pour voir l'effet que ça avait sur l'audience, quoi. Comment les singes réagissaient. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le type de cri d'alarme projeté par le haut-parleur, les singes réagissaient de manière appropriée. S'ils entendaient le cri d'alarme associé à l'aigle, ils allaient tous se planquer dans les herbes. Si jamais ils entendaient un cri d'alarme associé au léopard, ils allaient se planquer plutôt dans les arbres. Et s'ils entendaient un cri d'alarme lié au serpent, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se mettaient tous debout à essayer de regarder vers la source du haut-parleur, quoi. Donc là, c'est là où ils ont proposé que ces vocalisations étaient dites référentielles. Ça, c'est une propriété qui est importante, on va y revenir. Les propriétés référentielles du langage, c'est ça, c'est cette capacité qu'on a à se référer à des objets de l'environnement. Alors nous, on le fait par des mots, mais on peut le faire aussi avec des gestes de pointage. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on se dit, mais c'est dingue, les singes verts, ils font de la communication référentielle, ils se réfèrent à des prédateurs, quoi. Et les autres comprennent, c'est incroyable. Et
Sauf que les auteurs, ils ont été très précautionneux sur l'interprétation de ces résultats. Ils ont dit que ce n'était pas forcément l'équivalent des mots humains. Ça n'avait peut-être rien à voir, en fait. Et ils ont proposé une interprétation très intéressante que je vais vous présenter. Sauf que d'autres chercheurs se sont mis à raconter des histoires incroyables. Ils ont dit, mais c'est génial ça. C'est comme les mots humains. Vous avez des sons qui se rapportent à des objets. Ben, c'est comme de la communication symbolique, hein, où vous avez des sons associés à des objets, exactement comme dans la parole humaine. Et pourquoi c'est pas le cas? Peut-être, hein. Le débat est encore vif entre nous, hein. C'est pas gagné, hein. Mais c'est bien que tu m'invites, comme ça je peux convaincre peut-être déjà dans le camp vous allez voir. Mais je vais vous montrer encore, pour aller encore plus loin dans ces compétences-là, je vais vous montrer une vidéo d'un bonobo qui a été élevé par une chercheuse qui s'appelle Sue Savage-Rambo aux États-Unis. Et c'est assez impressionnant, hein, parce que Sue, elle a élevé, comme Léo Ferré a élevé un chimpanzé à la maison. C'était vraiment considéré comme un enfant. Elle a fait des recherches assez incroyables dessus, vous allez voir. Je peux vous montrer une petite séquence vidéo où là, vous allez voir, Sue Savage-Rambo porte un masque et va donner des commandes verbales complètement abstraites, hein, qui ne veulent pas dire grand-chose, avec quand même une petite phrase, hein, sujet, verbe, complément. Et elle va voir si Kanzi est capable de suivre les commandes qu'elle lui donne. Uniquement à partir du son, parce qu'elle porte un masque. Hein. Ok ? Est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière ? Ouais, vous voyez ? Ah, super. C'est parti. Ah, ça marche pas. Could you cut the onions Ah, je suis désolé. with your J'essaie de la relancer. knife? Ah non, ça marche pas. Attendez. Petite minute coupée. Ah, ça y est. Regardez. Donc là, elle donne des consignes un peu abstraites, hein, genre prends le chien et fais-lui une piqûre, par exemple. Pausing only to locate the hypodermic syringe. He uncaps it and... Good job. Okay, thank you. It's in the refrigerator. Donc mets les clés dans le frigo. Good job. Thank you. Donc c'est des commandes auxquelles Kanzi, évidemment, n'a jamais été exposé. C'est la première fois qu'on lui présente des phrases comme ça. Excusez-moi, mais le masque, c'est pour ne pas voir les lèvres. Ouais, c'est pour pas lire sur les lèvres, hein, le masque. Object he can't see. Go get the ball that's outdoors. Mets la balle dehors. Very nice. Thank you, Hunty. Hunty, could you take off Sue's shoe? Could you take her shoe off, please? Est-ce que tu peux m'enlever les chaussures? C'est incroyable, hein? You might be done tired. Elle dit non, mais enlève les lacets d'abord. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer les capacités remarquables de Kanzi pour comprendre l'anglais. Et même des phrases en fait assez simples, hein, c'est sujet, verbe, complément, mais c'est assez impressionnant. Sauf que vous regardez maintenant les propriétés de Kanzi au niveau verbal. Vous avez bien vu que dans ses réponses, qu'est-ce qu'il fait Kanzi? Il ne parle pas. Non. Il fait des cris. Il fait des cris de bonobo. Donc là où je veux en venir, c'est que vous voyez un décalage entre ses capacités de production et ce qu'il est capable de comprendre de son environnement et des consignes, des sons acoustiques qu'il arrive à percevoir et à traiter et à comprendre et associer à des objets. Donc ça, c'est une compétence qui est assez impressionnante. On a vraiment l'impression que Kanzi comprend le langage et c'est le cas en fait, il comprend. Alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas si longtemps. On m'a proposé d'aller le voir, c'est un peu une star. Hein. Kanzi, c'est pour nous les primatologues, c'est comme si un ado vous rencontrait Batman quoi. Donc je suis allé voir Batman, j'étais super intimidé. Bon déjà il avait maigri hein, parce que les nouveaux centres lui a donné de la nourriture de bonobo parce que lui vivait un peu comme à l'américaine en buvant du coca et mangeait donc il est devenu obèse en fait. Donc la direction du centre a dit non mais c'est fini là, faut arrêter de le prendre comme un humain, ça reste un bonobo, on va lui donner la nourriture de bonobo.
et puis il a fondu, quoi. Faire un peu d'exercice, d'exercice de bonobo, ça finit. Donc maintenant, il est devenu svelte, à 36 ans maintenant. Et bref, donc super intimidé, on va nourrir les bonobos sur le toit du bâtiment, et donc ils ont un immense parc maintenant, je ne sais pas combien d'hectares. Et évidemment, comme tous les fans, je voulais une photo, quand même. Et du coup, j'essayais de me prendre avec, ça n'arrivait pas, donc bon, j'ai pris Candy en photo, sauf qu'il était dans l'ombre du bâtiment, quoi. Avec le soleil, en fait, je ne le voyais pas, l'appareil photo n'arrivait pas à ajuster la luminosité. Bref, donc là, je lui dis, allez, je vais lui parler. Je dis, Candy, tu peux te reculer un petit peu? Il me regarde, il se retourne, et puis il recule comme ça. Et là, c'était hallucinant. Il était toujours dans l'ombre. J'ai dit encore un peu. Et puis il continue comme ça. C'est bon, stop, c'est bon, parfait, super. Clac. Donc j'ai eu ma photo. Et donc c'était remarquable parce que c'est la première fois que j'ai eu un échange verbal avec un de nos cousins, quoi. C'était assez dingue. En anglais ou en français? Oui, c'était en anglais parce qu'il n'est pas bilingue encore. C'est ça. Mais bref. Mais vous avez tous une expérience comme ça en fait. Avec des enfants. Avec les chiens, ouais. Les enfants, les filles. C'est vrai. Était comme ça, petit. Ouais, c'est vrai. Mais oui, C'est exactement. ce que vous disiez. Mais c'est très juste. Ils comprennent plus. Exact. Merci, c'est exactement ça. C'est exact. Ils comprennent plus ce que vous avez dit. Ils comprennent plus qu'ils ne produisent. C'est exactement vous quand vous allez dans un pays étranger, vous arrivez à reconnaître des patterns sonores, des mots facilement. Vous êtes incapable de produire. Hein. Donc c'est quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas forcément la langue à réussir à acquérir la langue, mais vous êtes capable de comprendre. Donc d'associer des sons avec les événements qui s'y rapportent, les objets, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que le chien est capable de le faire aussi. Le chat aussi. Enfin, en gros, les animaux, si vous les soumettez à ces signaux acoustiques et associés toujours avec l'objet qui s'y rapporte, ils finissent par associer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on peut envisager, dans les origines du langage, dissocier les origines de la production, qui fait appel à certaines propriétés cognitives, et les origines de la perception, la compréhension du langage, qui peut-être font appel à des propriétés qui sont beaucoup plus transversales dans le règne animal. Okay, et effectivement, on le voit dans le système cognitif humain, on comprend le langage bien avant d'être en mesure de le parler. Et ça, c'est valable chez l'enfant, et c'est valable chez quasiment tous les animaux, en fait. Donc revenons au singe vert maintenant, vous vous rappelez? Là où je veux en venir, et c'est ce qu'ont proposé les auteurs, c'est que en fait, ce sont les auditeurs qui font le boulot. C'est pas forcément le producteur. Celui qui voit le prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier, ok. Mais ceux qui font le boulot d'association, c'est pas forcément celui qui crie, c'est celui qui entend, qui arrive à faire le lien entre le cri de leur congénère et le prédateur qui s'y rapporte. Ça ne veut pas forcément dire que celui qui a crié, il veut produire volontairement un message pour les autres et s'assurer que ce message-là est bien reçu. Non, pas forcément. Ce qu'il a à faire, c'est juste de voir le prédateur et en réaction à ça, il va crier. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des petites influences de l'environnement social. S'ils sont nombreux, peut-être il va crier un peu plus fort. Donc on voit qu'il y a quand même des influences de l'audience. Okay, mais on n'arrive pas à réussir à démontrer que ces sons-là étaient vraiment produits intentionnellement comme le langage humain. Peut-être que ce sont simplement des sons en réaction à un événement qui peut fluctuer aussi selon le destinataire du message, hein, je ne dis pas, mais exactement comme le feraient les sons émotionnels humains. Comme le rire, les pleurs, la surprise, la colère. Tous ces sons-là, ce n'est pas du langage humain. Par contre, si je me mets à rire, vous allez entendre mon rire et vous allez pouvoir extraire de l'information de ce rire. Vous dire, ah ben Adrien il a rigolé parce qu'il a fait une blague, bon c'était pas drôle, mais vous allez pouvoir vous faire vos petites histoires dans votre tête juste à partir de ce son-là que vous avez perçu. Ok, si je fais du bricolage, vous m'entendez crier, vous allez pouvoir extraire l'information. Ah ben Adrien il a fait du bricolage, il s'est fait mal. Donc c'est bien de la communication. Vous êtes capable, comme le singe vert, à partir du son de votre congénère, d'extraire beaucoup d'informations sur le contexte d'émission du son. Donc ça c'est pas forcément du langage, ok. C'est-à-dire que peut-être que, comme un rire, un éclat de rire, effectivement, il y a peut-être des ajustements avec l'audience. On ne rigole pas de la même façon tout seul
ou devant son meilleur ami d'enfance ou devant son patron. On voit bien qu'il y a aussi des ajustements à l'audience avec le rire, mais c'est plutôt lié à la flexibilité qu'on a de notre système émotionnel pour s'ajuster à l'autre, mais pas forcément dans un échange linguistique. Donc c'est peut-être ça le point commun qu'il y aurait entre le système de production d'alarme des singes verts et nos sons émotionnels à nous, quoi. Donc ça reste de la communication, c'est même un système de communication très riche, avec un répertoire très varié, mais qui n'est pas forcément produit volontairement. En tout cas, on n'a pas réussi tout à fait à le démontrer. Donc le doute persiste en tout cas. Par contre, au niveau de la compréhension, aucun souci. Ils arrivent à faire ces associations-là exactement comme un enfant au début des apprentissages du langage verbal. Ça permet la survie de l'espèce, donc moi je serais plutôt pour la théorie que pas la théorie de le rire comme ça, une interaction. Sinon il n'y aurait pas le même cri si c'était un léopard, enfin ce serait le même cri, ce serait le même cri de l'aigle. Alors oui. Si c'était un aigle, un léopard ou un serpent, là vous dites c'est trois cris différents. Non, c'est très intéressant ce que vous... Ouais. Et bien, la conséquence, c'est la survie de l'espèce. Bien sûr. Sauf qu'au niveau du mécanisme, vous avez compris la question ? Non. En fait, ce qu'elle dit, et c'est très juste, et c'est un argument qu'on nous a retorqué d'ailleurs, c'est maintenant le singe vert. Quand il a peur, il fait qu'un cri. Mais là, il fait 3 cris différents selon le type de prédateur. C'est-à-dire qu'il demande 3 comportements différents. C'est ça, c'est-à-dire que dans le déclenchement de la vocalisation, on a une distinction très claire sur le type de prédateur. Alors certains continuent à travailler là-dessus, savoir qu'est-ce qui change vraiment dans le pattern acoustique. Est-ce que c'est juste une relation d'intensité du signal ou est-ce que c'est 2 patterns acoustiques très différents? Et certains disent, bah oui, mais on a des systèmes de communication émotionnelle très variés. Peut-être que le système de communication des singes est beaucoup plus complexe dans les vocalisations que les vocalisations émotionnelles humaines, mais en tout cas en termes des mécanismes déclencheurs, c'est pas forcément l'émotion comme nous on l'entend, la colère, c'est-à-dire qu'ils sont capables de distinguer le type de prédateur et d'avoir la réponse appropriée. Mais on ne sait toujours pas s'ils sont capables d'informer volontairement les autres. Ouais. Justement, je n'arrive pas à imaginer que ce ne soit pas volontaire. Oui, voilà. Toi, tu dis que ces cris ne sont pas volontaires. En tout cas, je dis que le... C'est pas volontaire, on réagit. Mais là, en quoi c'est pas volontaire s'ils ont 3 cris différents selon l'information qu'ils veulent faire passer? En fait, là où on a un doute, c'est qu'on voit que ces singes-là vont crier exactement les mêmes cris tout seuls. En fait, ils n'ont pas besoin des autres pour crier ce type de cri d'alarme. Ah, tu veux dire que c'est pas volontaire dans le sens c'est pas intentionnel en termes communicants? Exact. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un contrôle là-dessus, mais en gros, effectivement, s'ils vont se retrouver, s'ils vont détecter le prédateur, ils vont crier quand même, quelle que soit l'audience en fait. C'est ça qui est intéressant. Qui nous a mis la puce à l'oreille, mais c'est bizarre. S'ils sont seuls. Exactement. Donc comme nous, quand on se tape avec un marque, Exactement. Après, on peut exagérer. C'est ça qui est intéressant. C'est que même l'émotion, nous-mêmes, on peut exagérer. On peut en faire des tonnes si on se fait un peu mal, si on est un peu douillé. On peut se mettre à hurler parce qu'on sait. Exactement. C'est là où il y a des effets d'audience qui ont brouillé les cartes, qui ont essayé de, qui ont en tout cas qui ont questionné la flexibilité de ce système de communication et qui ont laissé cette hypothèse ouverte d'un contrôle sur cette production. En tout cas, les débats restent ouverts. En tout cas, nous, on n'est pas tout à fait convaincus dans le sens où ces cris d'alarme-là, ils varient assez peu d'un groupe à l'autre, en fait. Vous prenez des singes verts dans un zoo ici, ou les singes verts dans la brousse au Kenya ou au Sénégal, vous allez avoir en fait très peu de variations dans le répertoire. Et c'est là où on s'est dit, il y a un caractère un peu universel, si vous voulez, de ces sons-là qui pose question, quoi. est-ce qu'on a comparé donc avec des humains à différents endroits de la planète qui se tapent avec un marteau? Est-ce que c'est pareil? Oui. Ça a été la réponse de certains primatologues qui ont étudié ça, en fait, justement. Qui se sont dit, mais voilà, on a, même s'il y a des variations, un petit peu, exactement comme il y a des variations entre les groupes de primates, un petit peu, en termes de type de son, il n'y a pas des variations assez grandes pour parler vraiment de création de nouveaux signaux. En tout cas, la question reste ouverte, mais on a ce caractère un peu universel de la vocalisation du primate, quel que soit son milieu de vie et de développement. Donc je vous montre une vidéo par exemple vous allez voir si ça veut bien marcher parce que ok. Vous avez vu ce que c'était? D'après vous, c'est quoi ce cri? Le chien.
Cri du chien, ça fait penser à un cri de chien, ouais. Mais essayez d'imaginer qu'est-ce qui se passe comme événement. Oh là, il n'est pas content. Alors si, justement. Ouais. Il est plutôt content. Vieille commère. Ouais. C'est vrai. Il a vu de la nourriture quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, il a entendu le chariot des soigneurs animaliers au loin, comme ça. Et ce bruit-là, c'est ça y est, la bouffe arrive. Cri d'alarme. Il y en a un qui s'est mis avec l'excitation à produire des cris assez vifs. Et il y a ces sortes de contagion dans tout le groupe. Tout le monde se met à crier. Je vous la repasse, c'est assez impressionnant. Et certains ont proposé la même histoire. Ce sont des cris référentiels. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent à la nourriture. Ok? Donc ceux qui entendent ces sons-là arrivent à extraire l'information, la nourriture arrive. Donc moi aussi je vais m'y mettre. Donc il y a une sorte de contagion de cris qui est assez spectaculaire, qui pose exactement la même question parce qu'ils ont fait des expériences très jolies où ils ont pu montrer que le chimpanzé était capable d'extraire le type de nourriture à partir de ces cris-là, selon l'intensité du cri en fait. Si vous avez juste découvert de la nature, ça peut faire de moins de bonne qualité que les bananes par exemple, vous aurez un petit cri d'excitation, mais si c'est carrément les bananes ou fruits du baobab, là vous avez une montée en puissance d'excitation. Et ça, l'auditeur qui entend ça, il sait, comme le singe vert, il entend les congénères entre et il est capable de se dire ah ben là il a trouvé la banane, là il a trouvé bon ça vaut pas le coup quoi. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est la même histoire. On a deux patterns acoustiques très différents, réassociés à des nourritures très différentes. Pourtant, au niveau du mécanisme, on a identifié ici que le degré d'excitation pouvait varier selon justement la qualité de la nourriture. Et l'auditeur, il arrive à extraire cette information-là. Okay? Ça ne veut pas forcément dire que le chimpanzé veut produire ce son pour informer les autres qu'il y a de la nourriture qui arrive. Vous avez vu? Il y a intérêt pour le singe d'annoncer aux autres qu'il y a la bouffe arrive. Ah oui, alors ils sont capables d'inhiber. À l'inverse, ils ont réalisé ça, que quand ça a été montré d'ailleurs, il y a une petite anecdote jolie où il y a des chercheurs qui ont élevé aussi un chimpanzé Vicky dans un projet sur le langage, bref. Et bon, elle savait comme un enfant que c'était interdit dans la cuisine et récupérer les biscuits. Okay, c'est Roger Foots, qui est un primatologue, qui rapporte ça dans son livre L'école des chimpanzés. Il raconte cette anecdote-là où bon, elle se faisait réprimander quand elle se faisait attraper. Donc, bon, elle a décidé d'y aller la nuit. Et elle descend de la chambre et elle rentre dans la cuisine. Elle va tout doucement, sans faire de bruit, vraiment pour surtout pas alerter les proprios. Elle arrive au placard et elle l'ouvre tout doucement comme ça. Ah, c'est bon, il n'y a pas de bruit. Ah, ok, super. Elle prend la boîte comme ça et délicatement elle l'ouvre sans faire de bruit. Attention, ah, ça fait un peu de bruit. Ah, ça y est, elle l'ouvre et là elle voit. Et du coup les propriétaires arrivent direct et se font. C'est juste pour dire la difficulté de. Alors avec de l'entraînement, elle a fini par y arriver. À s'inhiber. Donc on sait qu'ils sont capables d'inhiber. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que, vu ces observations-là, on a commencé à émettre un doute sur la portée, de faire l'équivalence entre les mots des cris d'alarme des singes verts, entre les mots et ces fameux cris d'alarme. On n'a pas forcément proposé une continuité directe entre paroles et système de cris d'alarme. Regardez cette expérience-là, ils ont essayé d'apprendre à un chimpanzé à parler. Ça, ils ont mis 10 ans à peu près, vous allez voir. Les recherches sur l'acquisition du langage par les chimpanzés remontent à 1946. Un couple de psychologues américains, les Hayes, avait entrepris d'apprendre à parler à un tout jeune chimpanzé, Vicky. Après 6 ans d'efforts, Vicky était parvenue à émettre 3 sons différents qu'avec beaucoup d'indulgence, on faisait passer pour papa, maman et tasse. L'échec était évident. Voilà. Et
Donc rappelez-vous ce cri d'excitation, on a repéré exactement le même au Sénégal, auprès d'un groupe qu'on suivait, qui a été habitué par une chercheuse qui s'appelle Gilles Preus, qui est une anthropologue, ça fait presque 15 ans maintenant qu'elle a habitué ce groupe-là. Et nous, elle nous a laissé venir sur son terrain, pouvoir observer ces chimpanzés-là. Et on a observé exactement les mêmes cris quand ils découvrent l'arbre le matin en se levant du nid. Quand ils tombent sur un arbre qui croule sous les fruits du baobab, on a exactement ce genre de cri-là, quoi, à l'autre bout du globe. Donc c'est là où on se dit que on a quand même un système de vocalisation très riche, avec, associé à plein de stimuli, à plein de signaux très importants pour la survie, qui sont fondamentaux en fait pour la survie. Mais en termes de production, voilà, on reste partagé sur les processus qu'il y a derrière en fait, les processus cognitifs en termes de contrôle, de prise en compte de l'autre, qui fait qu'on a un système qui n'est pas si flexible, c'est pas de la pâte à modeler aussi flexible que le mouvement. Et c'est là où je vais vous parler un peu du geste. C'est qu'en est-il de la communication gestuelle alors ? Si effectivement le système vocal n'est pas aussi plastique que la parole, qu'en est-il de la communication gestuelle ? Je vais vous montrer quelques séquences, une série, donc là on peut éteindre aussi, merci. Et vous allez voir que en termes de contrôle et de flexibilité, là, c'est assez impressionnant. Je vais commencer par une vidéo qui résume très très bien les 3 propriétés dont je vous parlais. J'ai parlé de flexibilité, d'apprentissage, cet effet un peu pâte à modeler, cette capacité à prendre des nouveaux signaux comme on fait dans le langage humain. L'intention, très important dans la communication, dans le langage, ce contrôle volontaire qu'on a pour informer les autres, et les propriétés référentielles, cette capacité d'orienter l'attention des autres vers des objets, par des mots, des étiquettes verbales ou des gestes de pointage. Eh bien là, vous allez voir des gestes qui résument très bien ces 3 propriétés qui commencent à travailler entre elles en fait. Vous voyez très bien que là, il y a quelque chose qui se passe grâce à la communication gestuelle. Regardez, c'est le chimpanzé. Alors c'est une vidéo, je vous laisse observer, il n'y a rien à dire je pense. Voilà, et cette boisson-là, tu la mets ici. Il y a un petit trou en fait dans la paroi. Alors on retrouve quoi ? On retrouve la flexibilité de l'apprentissage, parce qu'on a un geste de pointage là que les autres ne font pas. Donc on a des vraies différences de répertoire entre les individus. Ces référentiels, clairement, elles se réfèrent à des objets extérieurs. Et c'est intentionnel, vous voyez les échanges de regards qu'elle fait avec l'audience, la persistance du signal quand il n'y a pas la réponse. Voilà, la banane, il faut la passer de l'autre côté. Alors pour la petite anecdote, c'est une vidéo qui a été qui se trouve sur YouTube en fait, qui est un particulier qui a filmé cette séquence dans un zoo. Oui. Ça c'est avec l'apprentissage. Alors on ne sait pas. Est-ce que c'est avec apprentissage ou pas ? En tout cas, je vais y répondre parce que c'est vraiment intéressant ce geste de pointage. Est-ce qu'il est génétiquement déterminé ? Est-ce qu'il émerge comme ça ? Visiblement non, parce que certains chimpanzés font ce geste-là, d'autres non. L'autre observation, c'est que il y a très peu de cas de chimpanzés qui sont capables de faire ça. Donc on imagine qu'il y a eu des interactions avec l'humain pour apprendre ce type de geste, mais exactement comme un enfant qui a besoin de ce type d'interaction avec les parents, avec les adultes, avec les autres enfants, pour développer ce type de signaux-là. Et ils ont découvert que s'il n'y avait pas cette stimulation, ces interactions sociales très précoces avec les parents, ce type de geste ne se développait pas. Et c'est ce qu'ils ont découvert dans les orphelinats en Roumanie à la chute du dictateur Ceausescu. Ils ont découvert en fait ces horreurs des orphelinats où les gamins étaient attachés sur des lits. Et en fait, là, le niveau de geste de pointage, de langage, c'était la catastrophe, quoi.
Et on sait que les gestes de pointage, c'est vraiment par là que se développe le référentiel, cette capacité à désigner les objets, avoir la réponse de l'interlocuteur. Ça commence d'abord par le geste chez les enfants. Et on sait l'importance des apprentissages dans ces interactions-là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant, au départ, il essaie d'attraper un objet. Et s'il n'y arrive pas, ben, le parent, il passe, il lui donne l'objet. Donc l'enfant, elle se dit, ah, c'est dingue. À chaque fois que je tends le bras vers un objet, les autres me le donnent. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer. Ah ouais, ça marche, c'est génial. Ah, là, il répond pas. Ah, il répond pas, pourtant Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder. Et c'est là où le regard commence à rentrer dans le jeu, à attendre la réponse de l'autre, quoi. Donc si ça ne marche pas, il y a cette attente-là, cette prédiction-là, parce qu'il l'a apprise. La non-réponse des parents devient d'un coup une interrogation qui fait que le regard va être une mesure de l'attente qu'a l'enfant quand il fait un geste. Et petit à petit, c'est comme ça que ça va devenir un signal, parce qu'au départ, c'était juste une tentative inespérée de saisie, et petit à petit, ça devient un signal, parce que l'enfant a cette attente-là. Il réalise quoi? Qu'en regardant l'autre, son geste, il marche mieux. Que son signal est plus efficace quand il y a le contact visuel avec l'autre que quand l'autre a le dos tourné. Il voit bien que ça ne marche pas quand l'interlocuteur, le parent a le dos tourné. Par contre, il réalise que ça marche quand il a le contact visuel. Et petit à petit, vous allez comme ça développer un geste très clair qui va se devenir de plus en plus précis, le geste de pointage. Donc il faut, pour répondre à ta question, il faut des apprentissages, ce type d'interaction-là, pour que ça se ritualise. C'est pareil comme un geste qui est très connu aussi. Les enfants, quand ils tendent les bras comme ça pour dire « prends-moi », imaginez toutes les étapes de ritualisation de l'interaction pour arriver à ça, c'est un peu le même principe, quoi. L'enfant, au départ, quand on le prend, il s'agrippe, ok. Mais après, quand il va nous voir s'approcher de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va anticiper, parce qu'il a fini par apprendre. Il va anticiper, donc il va ouvrir les bras au moment où on va le prendre. Imaginez l'étape d'après, c'est quoi? C'est prends-moi. Ça devient une commande impérative. Je veux que tu me prennes. Et c'est un peu le même processus qu'on imagine pour expliquer le développement des gestes de nos chers cousins. Donc c'est pas forcément très spectaculaire parce que c'est issu de ce même type d'apprentissage associatif issu des interactions. Ah pardon, ça a coupé le... Hop, voilà. Donc c'est pas spectaculaire comme une sorte de répertoire inné, mais en tout cas ça pose question. Ça pose question parce qu'on n'observe pas forcément ce geste en milieu naturel. Et l'hypothèse, c'est que simplement ils n'ont pas eu ces opportunités d'apprentissage-là. Ils n'ont pas besoin de l'autre pour aller attraper un aliment. Les bébés chimpanzés, ils sont autonomes, ils peuvent se déplacer en fait très vite. Ils sont collés à la mer beaucoup moins longtemps. Ils sont autonomes en fait très rapidement, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de l'autre pour atteindre les objets. Sauf que ce type de geste peut quand même se ritualiser quand il y a un contexte à peu près similaire que l'enfant qui est par terre, qui ne peut pas se déplacer, où il a besoin du parent pour attraper un objet. Mais ça arrive pendant les chasses. S'il y a un chimpanzé qui attrape une proie et qui commence à manger, là il y a une asymétrie. Il y en a un qui a la ressource, qui a la proie, et les autres non. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est intéressant. Non, il commence à avoir des interactions qui fait que, peut-être par chance, ce type de ping-pong d'interaction sociale va finir par se ritualiser vers un geste de quémande. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit des gestes de quémande dans ces contextes-là, où il y a un partage de viande, qui est une ressource assez rare quand même en milieu naturel, et là on voit comme par hasard des gestes de quémande. Autrement dit, ce qui explique la différence entre milieu naturel et milieu captivité, c'est pas tellement la contamination de l'humain vers le chimpanzé qui fait qu'on rejette ça en disant non mais ça c'est contaminé par l'humain, on ne peut pas vraiment comparer avec l'homme, c'est pas, ça n'existe pas en milieu naturel donc on l'évacue. Non, en fait c'est vraiment le contexte d'apprentissage qui est possible aussi en milieu naturel, mais il faut qu'une asymétrie, moi je l'ai vu, j'ai vu une femelle, je crois que c'était un mâle, le mâle alpha qui est venu chercher des fruits du baobab, qui est redescendu, sauf qu'il y avait une chaleur, fruits du baobab, vous voyez le baobab, il n'y a pas de feuilles. C'est un arbre dénué de feuilles, donc vous êtes en plein cagnard, et il n'y a pas de branches à la base du tronc. Donc pour grimper, c'est super dur en fait. Donc les chimpanzés, ils essayent comme ça, sans se tenir juste avec le tronc, à grimper vers les branches où il y a les fruits. Certains passent par les arbres d'à côté pour y arriver, mais c'est en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. Donc là, on a des individus qui ont des fruits, qui ont fait l'effort, et d'autres
bon, qui sont à l'ombre là. Et là, comme par hasard, vous retrouvez cette asymétrie-là, où il y a besoin d'interagir avec l'autre pour attraper la nourriture. Au début, j'imagine que la femelle a essayé d'attraper, et puis lui a toléré, a fini par anticiper la volonté de l'autre d'attraper un bout de fruit, et petit à petit, ça s'est transformé en signal de communication, référentiel, pointage, exactement de la même façon. Vous voyez ? Autre petite vidéo, cette fois-ci chez le babouin, vous allez voir. Ah, mais ça marche pas non plus, c'est bizarre. Ah, bon, je suis désolé, je vais essayer de retrouver la vidéo. Alors, moi. Donc ça, c'est un geste qui illustrait bien l'intentionnalité dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a du mal à retrouver dans les comportements vocaux. Donc c'est une sorte de parade assez silencieuse. Hein. Donc on a en fait un petit jeune mâle là qui me menace. En tout cas, c'est une sorte de jeu quand même, parce qu'il est... Donc là, vous retrouvez tous les éléments de la persistance du signal. Il voit que son message passe pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reformule. Il répète son signal. Il change de stratégie. Il se met debout. Il secoue la tête. Il ouvre la bouche. Il tape de nouveau. Il se déplace. Il bouge les bras. Et tout ça, ça passe par le corps. Uniquement, vous comprenez très bien là, l'intention du babouin, uniquement par cette parade de gestes silencieux, grâce à ces mouvements du corps et des bras. Et on retrouve quoi ? On retrouve le regard. À chaque fois qu'il émet son signal, il plante son regard dans le mien. Bon, je coupe parce que ça dure une demi-heure comme ça. Ah oui, à l'autre femelle, ça va se contaminer à Gurli, la femelle. Hop, elle s'y met aussi. Voilà. Et puis, je vous ai montré la petite vidéo tentative d'apprentissage de la parole chez les chimpanzés. Et suite à cet échec-là, certains se sont intéressés à la langue des signes. À la langue des signes américaine, où ils ont... c'est assez connu, ces travaux-là. Peut-être certains d'entre vous ont dû voir des extraits ou des documentaires, parce que dans les années 60, c'était très... évidemment, c'était une découverte assez incroyable de réaliser que les chimpanzés, en tout cas, sont capables d'apprendre des signes pour... et surtout, le plus important, c'est qu'ils les utilisent, en fait, dans des interactions, pour jouer, pour demander de la nourriture. En fait, ils s'en servent avec l'humain. Et c'est assez remarquable. Et on retrouve des traces comme ça de vidéos que vous pouvez chercher sur Internet, où vous retrouvez les premières tentatives d'apprentissage du signe chez le gorille Coco, par exemple, qui est une femelle d'ailleurs qui est morte cette année, je crois, ou l'année dernière. Et Coco qui est élevée par Francine Patterson, qui lui a appris en fait quasiment une centaine, 150 signes, je crois. Certains disent jusqu'à 400. Bon, on ne sait jamais vraiment la jauge, mais en tout cas c'est très spectaculaire. Parce que là on a des signes qui sont arbitraires, ce sont des morphologies. Certaines trouvent une forme assez intuitive et d'autres peuvent être plus abstraits. Mais vous allez voir une petite séquence qui concerne vraiment les gestes de base, assez intuitifs, comme je veux boire, encore, quoi d'autre, je veux manger, ou des choses comme ça. Vous allez voir si ça veut bien marcher. Ah, je suis désolé, c'est vraiment bizarre, je sais pas ce qui se passe. Ouais, non, on n'entend pas. Bon, alors je vais la retrouver. Alors, learn sign, voilà, c'est celle-là. Vous allez voir. Elle apprend 3 signes. Eat, food and more. Donc là, c'est un apprentissage qui ne se fait pas par imitation, mais plutôt par démonstration sur la main du gorille du signe à réaliser. Et l'objet, évidemment, associé, quoi.
Donc ça c'est le début, puis regardez maintenant. Là vous avez juste un exemple d'interaction qu'elle a avec Francine Patterson. Donc Coco aussi, comme Kanzi, comprend l'anglais. Donc là, vous voyez que son répertoire est beaucoup plus riche. Wet is like thirst, or well, dry is like thirst. Wet is like candy, gum. What is like candy gum? Oh, did I forget something? I didn't. Donc vous voyez que Coco ne s'exprime pas par vocalisation. Par contre, avec Francine, elle utilise les gestes et les signes. You can't even see it from there, can you? I think Coco can see her tongue pretty well because it is brilliant pink. You got sparkles on your nose, I noticed that. Bon, je vais passer. En tout cas, c'est un très bel exemple de la plasticité d'apprentissage dont je vous parlais, cette capacité qu'ils ont à, en fait, le mouvement par essence, c'est plastique, hein, ce qui fait que si on se sert de cette plasticité-là pour faire du signal, ben vous avez un signal que vous arrivez à contrôler et ajuster à l'autre, c'est pas mal. Et vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, donc apprendre autant de signaux que vous voulez. Donc ça devient évidemment un système extensible par rapport... Oui. Est-ce qu'on sait si Coco serait capable de transmettre ça au bébé? Alors ça, c'est une bonne question. Si Coco est capable de transmettre aux autres, alors c'est pas Coco, ils l'ont pas observé chez Coco, mais ils l'ont observé chez un chimpanzé Washu qui aussi a appris, pareil, près des centaines de signes. Et ils ont fait l'expérience de la mettre... avec d'autres chimpanzés, elle n'a pas pu élever son bébé qui a été élevé à la main, mais ils ont pu réunir après la famille. Donc il y avait le petit Louis aussi, un autre chimpanzé, un bébé avec qui elle a passé du temps. Et bref, donc tous les soigneurs et les chercheurs, au moment, ont été interdits d'utiliser les signes. Donc pendant des semaines, ils voulaient voir si les petits allaient être exposés uniquement aux gestes et aux signes par le chimpanzé Washu. Et ça s'est produit en fait. Ils ont vu les petits utiliser les signes. Alors on ne sait pas si c'est utilisé de la même façon. En tout cas, des gestes assez rudimentaires ont été observés. Certains signes ont été observés, donc c'était assez spectaculaire de voir que la transmission était possible, quoi. Alors par contre, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas si Washu a fait de l'enseignement intentionnel. Ça, c'est assez peu probable. En tout cas, certains s'interrogent. D'autres se disent peut-être qu'ils ont appris par imitation, sont amusés à reproduire ce que faisait Washu, sans forcément savoir ce qu'il y avait derrière. Peut-être qu'ils ont aussi appris aussi le sens qu'il y avait derrière. En tout cas, c'est déjà bluffant de voir que ces nouveaux gestes-là pouvaient se transmettre, quoi. Je vous montre une autre vidéo, cette fois-ci on s'est intéressé à un geste de salutation, qui a été très bien décrit dans la littérature scientifique, hein. Là, vous avez un dessin de Deborah Ross de ce geste-là, dans le livre d'une grande primatologue qui s'appelle Shirley Strum. Et là, vous avez le type d'interaction classique de salutation, où il y a une structure en fait assez standard en fait finalement. On retrouve dans la salutation en fait une asymétrie où il y a un des babouins qui va présenter son postérieur et un autre babouin qui va venir toucher, faire un petit geste vers ce postérieur là. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'échange de regards, on retrouve la persistance s'il n'y a pas de réponse, on retrouve tout ça. Je vous la repasse. Regardez, ça va vite, hein. Hop. Un petit, hop, et puis un petit geste. Vous retrouvez ça et un autre
Alors ça s'adapte évidemment à la configuration spatiale, hein, selon l'arrivée de l'autre. Voilà, l'autre est un peu à hauteur, il y a même un petit bras qui peut venir se rajouter. Vous avez une salutation, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent de face, les babouins? Donc ils n'ont pas le temps de se tourner, de se mettre dans la bonne disposition. Regardez, eh ben, ça va se transformer en une sorte d'embrassade. C'est intéressant ça, vous allez voir. Hop, oh, salut, salut. Vous avez. Ben, on était un peu surpris parce que c'est quand même un geste assez stéréotypé, on le retrouve quasiment chez tous les babouins. Donc on s'est dit, ok, c'est une pâte à modeler le geste, mais là pour le coup, on voit un pattern, un comportement en tout cas qui a l'air d'être assez standard, qu'on retrouve aussi bien en captivité qu'en milieu naturel. Ça fait penser un peu à des éléments de leur répertoire vocal, c'est-à-dire avec cette rigidité-là, qui peut s'adapter à l'environnement, mais c'est un geste assez bien répandu, même chez d'autres espèces. Regardez cet échange que j'ai observé auprès de 2 chimpanzés sauvages, donc en milieu naturel au Sénégal. Vous avez exactement la même organisation, avec la rencontre, présentation du postérieur et le petit geste qui va à la fin. Pourtant, c'est une espèce qui est beaucoup plus proche de l'espèce humaine. Ok ? Alors, celui qui va toucher le postérieur, ça va être un dominant ou un dominant? Pas forcément. La plupart du temps, oui, mais des fois, on est surpris de voir que cette asymétrie-là de posture n'est pas toujours dans le même sens, quoi. Et excusez-moi, au niveau de la fonction, c'est une fois par jour cette salutation? Ah, ils le font des fois, plusieurs fois par jour, ouais. Et donc, c'est pas vraiment une salutation, enfin. Bon, en tout cas, nous on parle de comportement affiliatif, hein, les termes un peu techniques. En tout cas, c'est pas de l'agression. Et ils font ça de manière ritualisée, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est juste, c'est de la courtoisie en tout cas. C'est sûr que, je ne sais pas si c'est la salutation, mais. Nous allons peut-être adopter le même principe à l'université populaire. C'est les mâles et les femelles, tout le monde. Ouais, ils le font. Hein, ouais. Alors chez les mâles c'est un peu plus compliqué parce que là on a vu une salutation de mâle, donc ça ressemble très bien aux présentations, aux salutations qu'on a chez les babouins. Par contre chez les mâles babouins, ça je le décris souvent, c'est un peu tendu parce que les mâles babouins ils ont des dents comme ça, hein. Ils ont 4 crocs, 4 poignards dans la bouche. Donc quand ils se saluent, ils savent jamais trop, ils n'arrivent pas trop à savoir comment l'autre est luné. Est-ce qu'il aura des intentions négatives ou pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner autour. Parce que là la salutation ça consiste pour les mâles, c'est un peu différent, à se toucher les parties génitales. Donc comme un signe de confiance, quoi. Confiance parce que je te confie quand même le nerf de la guerre, c'est la reproduction, c'est pour l'accès, voilà, faire passer à la génération suivante ces gènes. Donc là, effectivement, c'est un peu tendu. Donc ils se tournent autour, c'est marrant à voir parce que ça prend un certain temps, on les voit super tendus en fait. Et ils sont là à se dire, moi je suis cool, toi t'es cool, ok. Ils s'envoient des signaux, vous avez vu ça, les petits lip smack? C'est pour dire je suis cool, et toi aussi t'es cool. Ils se répondent comme ça, et ils tournent autour comme ça. Et arrive le moment fatidique où ils sont très stressés tous les deux. C'est bon, t'es vraiment cool, hein, parce que attention. Et là, c'est là où ça peut déraper en fait. Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est que par la peur, tu peux faire des trucs. Et là, ça peut déraper, et l'autre il a peur, il sursaute, hop, il y a un coup de dent, et puis ça part, après ça peut être le conflit, c'est terrible. Mais arrive le moment où il faut y aller, quoi. Allez, 3, 4, attention. Et là, ils y vont, et là, ils partent, ils fuient en fait. Une fois que c'est fait, ils partent tous les deux comme des billes de part et d'autre du parc. Ouf, ça y est, c'est fait. J'ai dit bonjour à le... Ça doit avoir une signification, ça. J'ai une question, madame. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'était en dessous c'est vers Kédougou, en dessous du parc Nyokolokoba, où c'est assez tragique d'ailleurs, parce que ce sont des chimpanzés qui vivent dans un territoire qui est absolument pas protégé, et qui est d'ailleurs, il y a beaucoup de prospection en fait par des sociétés minières, ou même de l'orpaillage sauvage pour trouver de l'or en fait. Donc il y a beaucoup de sociétés qui viennent percer des trous dans l'environnement, et il y a des pollutions aussi de leurs sources d'eau, enfin c'est un peu dramatique. Donc même nous, quand on les suivait, de temps en temps, on tombait sur des territoires gruyères, quoi, avec des trous partout,
où les chimpanzés et nous on déambulait au milieu de ce décor-là. Des fois on croisait des humains, donc on allait vite tous se planquer dans la nature, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un milieu assez anthropoïsé, là où ils sont, en tout cas ce groupe-là, en l'occurrence, quoi. Mais ils ont détecté la présence de chimpanzés aussi dans le parc, qui lui est protégé, il n'y a pas d'exploration minière possible. Mais à New Colocoba, ils commencent un projet là de suivi de chimpanzés là-bas, parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui sont réfugiés dans le parc. Ok, donc nous on s'est posé quand même une question. Ok, on a des gestes magnifiques chez le chimpanzé. Alors nous, nos babouins, on a des gestes, bon, ils sont sympathiques, mais assez stéréotypés. Donc est-ce que les babouins sont capables, comme les chimpanzés, d'apprendre des nouveaux gestes en fait? Est-ce qu'il y a cet effet pas à modeler qu'on a pu décrire chez une espèce assez proche comme le chimpanzé? Eh bien oui. On a découvert déjà qu'une femelle s'est mise à dévier un peu son geste de menace vers une sorte de geste qu'on appelle le clapping, hein, c'est taper dans ses mains. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'on n'a jamais vu ça. Hein. C'est étonnant. Et elle l'utilise de la même façon, de façon intentionnelle. Elle regarde dans les yeux et elle commence à faire son geste. Regardez, elle ne me regarde pas, là, elle se met à me regarder. Donc ça veut dire que c'est possible. Vous pouvez avoir, selon les expériences qu'elle a eues dans sa vie, peut-être qu'un jour elle a tapé, elle a ripé, je sais pas, elle a tapé sa main à la place du sol, et ça fait un bruit, et c'est mais génial, ça fait tourner les têtes des autres, du coup elle a recommencé. Donc vous pouvez avoir ce type d'interaction sociale qui va faire que certains gestes vont se développer et d'autres non. Ce qui fait qu'on a une vraie variabilité de répertoire entre les babouins également. Il y a des gestes stéréotypés qui font partie du répertoire très commun des babouins et d'autres qui peuvent être appris au cours de leur vie. Et le plus spectaculaire, on l'a observé chez une femelle qui s'appelle Polka. C'est un peu notre star. Alors là, vous allez voir, c'est assez dingue. Hein. Donc là, elle fait de la communication à la fois référentielle parce qu'elle va se référer à une petite croquette. C'est une croquette alimentaire. Et elle va faire, ça va être très intentionnel, vous allez voir les comportements de regard qui nous permet de détecter, nous, enfin ce que les psychologues font chez les enfants, ils utilisent beaucoup le regard pour essayer de voir si un signal est intentionnel ou pas. Ils vont évaluer la persistance du signal si l'autre ne répond pas. Et l'autre propriété, c'est la flexibilité, puisque c'est la seule à faire ça. Vous allez voir. On va voir comment elle s'ajuste à l'attention de son petit. Elle secoue la croquette devant le nez de son petit, quoi. Elle se penche pour essayer d'avoir son regard. Le petit s'en détourne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va même faire le tour pour essayer de maintenir ce partage mutuel d'attention. Elle veut maintenir ce contact visuel mutuel. Et vous voyez toutes ces stratégies pour y arriver, le petit s'en fout. Tu peux nous remettre ouais. la vidéo comme ça pour en profiter. C'est parti, regardez. C'est génial. Et elle s'ajuste d'une façon, c'est assez beau d'ailleurs. Hop. Le petit se détourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle suit l'alignement du regard de son petit, tout en se référant à cette croquette. Donc là, le signal il est assez clair, c'est regarde cet objet. Et ça, on était surpris parce qu'on pensait que les singes, si ok, ils sont capables d'apprendre des nouveaux signaux, mais on pensait que ces signaux-là, ils étaient uniquement impératifs, c'est-à-dire je veux ci, je veux manger, je veux cette banane, comme Kanzi avec le ou alors Coco, c'est toujours souvent tourné autour des volontés du sujet, quoi. Je veux jouer, je veux sortir, je veux ci, je veux ça. C'est rarement tourné vers les autres en fait. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'on a un signal communicatif qui n'est pas je veux ça, c'est regarde cet objet. Et l'attente de la mère, c'est pas un renforcement vers elle-même, c'est un renforcement vers le petit. Le petit, il faut qu'il croque la croquette. Et c'est assez spectaculaire parce qu'on voit qu'elle va persister. Quand le petit ne répond pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va reformuler, elle va continuer à suivre son petit, à lui courir après, comme une obsession. Vous allez voir. Et on retrouve tous les critères de ce qu'on appelle l'attention conjointe, cette capacité à essayer d'attirer les autres vers un objet commun, quoi. Donc là, nous, ce qu'on fait entre nous, là, dans le langage, c'est de l'attention conjointe. J'essaie d'attirer votre attention vers cette vidéo. Donc là, le petit, ça y est, il croque dedans. Et elle va lui sortir un nouvel objet. Hop, tiens, t'as vu celui-là?
Voilà, et de nouveau cet alignement du regard, où elle va carrément se détourner pour essayer d'être alignée sur la direction du regard du petit. Alors c'est un comportement qu'on suit maintenant depuis presque 10 ans. Hein. Elle le fait à chacun de ses petits en fait. Chaque nouveau-né, elle reprend ce geste-là. Pourquoi elle seulement, quand d'autres? D'accord. C'est un grand mystère. Ouais. Et même j'ai montré ça à des collègues spécialistes de la cognition des grands singes, des chimpanzés, gorilles, ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi, de voir ça chez les grands singes. Ce type chez un babouin, donc une espèce assez éloignée, c'est les singes à queue. Là, l'ancêtre commun, c'est 30 à 40 millions d'années. Hein. On est loin du chimpanzé à 5 à 7 millions d'années. Et regardez celle-là aussi. Là, c'est encore plus fou, c'est que le petit est en train de téter, elle va carrément retirer, lui montrer un objet et retirer la tête du téton pour lui montrer le pauvre alors qu'il est... Vous allez voir. Donc là, elle essaie de lui montrer c'est une boule d'enrichissement, dedans il y a la nourriture. Sauf qu'elle l'a pris un peu trop loin, le maillon de la chaîne, il est un peu trop éloigné de l'objet, donc elle n'arrive pas à le hisser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le reprendre un peu plus à la base de la boule pour le monter. Elle n'y arrive toujours pas. Regardez, elle tire la tête, c'est génial. Et là, voilà, elle la remonte un peu plus haut, ça y est. Et là, le petit va détourner la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va carrément changer de main pour maintenir l'alignement du regard du petit. Voilà, le petit tourne la tête et tiens, regarde ça. Hop, voilà. Donc là, encore une fois, on retrouve toutes les propriétés dont je vous ai décrites. On retrouve en plus de l'attention conjointe, de la communication dite déclarative, c'est-à-dire regarde cet objet, et pas seulement impérative. On retrouve de l'intention, on retrouve du référentiel, et on retrouve cet effet un peu patamel. Donc grâce au geste, on voit qu'il commence à avoir une synergie de propriétés cognitives qu'on a eu du mal à observer dans leur communication vocale. Donc là, après, on s'est posé plein d'hypothèses sur l'origine de ce geste. On s'est dit, soit elle est timbrée, peut-être un truc, je sais pas, elle fait de la stéréotypie. Je sais pas, elle persistait comme ça avec son bébé à lui chier avec des objets comme ça. Parce que comment ça se fait que les autres ne le font pas, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'est dit, non, elle n'est pas timbrée parce que si elle était timbrée, elle le ferait tout le temps, quoi. Elle n'arriverait pas à s'arrêter, quoi. Sauf qu'on a suivi ce comportement-là dans le temps, on a réalisé que quand le petit, en gros, atteignait l'âge de 3 mois, elle arrêtait. En fait, le comportement décroît. Et c'est marrant parce qu'on a suivi aussi le degré d'autonomie du petit. En gros, quand je parle d'autonomie, c'est quand est-ce qu'il commence à manger seul, à quelle fréquence dans les temps de nourrissage. Bref, et on a vu que les courbes se croisaient en fait. Plus le petit est autonome, et moins ce geste un peu obsessionnel décroît. Donc on s'est dit, bon, on n'ose pas aller là, s'aventurer vers ça, mais en tout cas, l'hypothèse est ouverte, quoi. Est-ce que la mère fait ça pour apprendre à son petit à manger? En tout cas, c'est assez étonnant. Ça a évacué cette hypothèse de la stéréotypie. Excusez-moi, une fois précis, ce qui vous étonne, c'est pas l'apprentissage, mais c'est l'injonction par le regard. Oui, ça c'est très spectaculaire, d'avoir ce type d'attente-là. Oui, mais d'où il vient? Comment elle a appris ce geste-là? Donc la stéréotypie, ok, c'est évacué. Est-ce que c'est génétique? Peut-être c'est une sorte de mutation génétique, bing, qui lui donne d'un coup, par rapport aux autres, une compétence que les autres n'ont pas. Ça fait un peu baguette magique, et c'est assez improbable. Pourquoi pas, quoi? Mais quelle est la protéine qui aurait été modifiée par ce petit gène, cette petite mutation, qui aurait d'un coup déclenché cette compétence d'attribution en tout cas de la direction du regard des autres, quoi? Oui. Je ne comprends pas pourquoi ça vous étonne davantage que le fait qu'elle cherche votre regard. Non, là, c'est comment l'objet extérieur rentre en dynamique et comment l'alignement du regard de l'autre, elle le prend en compte, en fait. Autant capter un signal des autres, ça c'est facile. On s'ajuste à un signal. Donc le regard, c'est quelque chose qu'ils ont intérêt à percevoir très très tôt. Donc c'est une association qui est très simple à faire, hein. Le regard, c'est une menace. Donc vous comprenez très vite que les deux yeux, là, si c'est prolongé, en général, c'est un peu dangereux. Vous faites l'expérience, hein, vous mettez une terrasse de café, vous vous mettez à fixer quelqu'un. Vous allez voir que naturellement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apprentissage pour être mal à l'aise et sentir et ça marche très bien. Vous, dans la nuit, vous amusez avec 2 petites lampes pointées sur quelqu'un, il va se sentir comme une proie, quoi.
Et chez les singes, c'est une façon de se menacer, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écarquillent les yeux pour fixer comme ça et menacer. Donc ça, la lecture du comportement, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Mais là, ce qui est un peu différent, c'est de lire en fait l'orientation du regard des autres et l'ajuster, du coup, ses comportements au regard des autres. C'est ça qui est un peu subtil, la distinction, mais c'est pas tout à fait pareil. De prendre en compte, c'est une sorte de façon de se décentrer de soi. Et ce type d'opération mentale, de se décentrer de soi, c'est assez compliqué. Chez l'enfant, on sait que ces compétences-là émergent très tard, en fait, et mettent du temps à se développer. C'est ce qu'on appelle en psycho la théorie de l'esprit, cette capacité à se mettre à la place d'autrui, à imaginer ce que les autres voient ou ne voient pas, et du coup s'ajuster à ça. C'est pas juste, tiens, ils ont le dos tourné, mon signal ne marche pas, ils me regardent, le signal marche. Ça, c'est facile à apprendre. Par contre, d'imaginer que, il a le dos tourné, mais du coup, il a une vue sur ce qui se passe là-bas, mais là, il voit pas ce qui se passe derrière. Là, c'est différent, c'est que je me suis mis à sa place. Là, je sais que vous voyez l'écran. Mais je sais que vous savez que moi, je ne vois pas l'écran. Et je peux faire ce type d'inférence sur vos états mentaux, sur ce que vous voyez ou ne voyez pas, sur ce que vous savez ou ne savez pas, sur ce que vous croyez ou ne croyez pas. Enfin, on peut aller loin, sur toutes les attributions de vos états mentaux, en fait. Et ça, c'est complexe et ça émerge très tard chez l'enfant. Donc là, ce qui nous surprend, c'est tous ces comportements-là qu'on appelle d'attention conjointe, de redistribuer son attention vers un autre objet, ça nous fascine parce qu'on croyait que c'était propre à l'espèce humaine et au langage, en fait. En tout cas, aussi précisément, avec ce type de prise en compte de l'état attentionnel d'autrui, de la direction de son regard, on n'a pas vu d'équivalent. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, le chat, quand il apporte une souris, il me montre la souris, c'est pour toi, il va la manger, regarde. Non, alors ça, c'est des comportements intentionnels. Il y a l'attente de l'autre, alors ça oui, que ce soit intentionnel, ces comportements-là, c'est d'autres animaux, c'est sûr, où il y a une attente qui se manifeste par le regard. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont capables d'imaginer ce que l'autre voit ou ne voit pas. Par contre, ils ont appris que oui, quand on nous regarde, le signal il est plus efficace, quoi. Donc ils sont capables de faire de l'intention, des comportements intentionnels, de s'ajuster du coup à l'autre, mais de là à se mettre à sa place pour imaginer ce qu'il voit ou ne voit pas, c'est encore différent. Je ne sais pas si c'est très subtil, c'est assez subtil la différence, hein. Mais même nous on a du mal. C'est un vrai effort de faire ce type d'attribution d'états mentaux. On n'est pas toujours très bon, on n'est pas toujours très empathique non plus. Des fois c'est un effort. D'imaginer que là c'est l'heure, il est 20h passées, vous êtes certainement fatigué, vous avez faim, il reste 10 minutes. Voilà. J'ai presque fini. Les odeurs nous alertent. Ah, c'est ça. Donc j'aimerais juste terminer avec dans les 10 dernières minutes, juste vous parler un peu de cerveau. On a réalisé, c'est venu en fait tout simplement en observant les singes, et notamment le fameux babouin qui tape sa main comme ça. On a réalisé un truc assez intéressant. Je passe vite. Oh, je vous le ferai ça. Si, c'est sympa quand même. Je voulais aller vite, mais en fait, il y a une petite introduction qui est... Il y a une petite expérience. En fait, il y a une expérience. Si on déborde, ah ouais, c'est pas grave. Bon. On s'est intéressé aux asymétries des gestes, en fait, ce fameux geste de menace du babouin. Là, c'était pendant ma thèse, donc ça remonte déjà maintenant à une quinzaine d'années, douzaine d'années. Ça se dit une quinzaine d'années? Non, je sais pas. Il y a ce babouin-là qui tapait sa main au sol, on s'est mis à mesurer la main qu'ils utilisaient en communication, en fait. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un truc assez étonnant. On a vu que c'était asymétrique. J'en dis pas plus. Pourquoi on s'intéresse aux asymétries? Ici, c'est qu'on sait que le langage humain, il est asymétrique dans le cerveau. On a des propriétés qui sont plutôt dominantes dans l'hémisphère droit et d'autres plutôt dominantes dans l'hémisphère gauche. Et même dans le langage, hein, si on décompose, rappelez-vous le langage dans toutes ses composantes, il y en a certaines qui partent plutôt à droite et d'autres plutôt dans l'hémisphère gauche. Et ça, c'est une majorité d'êtres humains, la plupart du langage est plutôt dans l'hémisphère gauche. Après, il y en a où c'est l'inverse et ça pose pas de problème. Hein. C'est juste une question de proportion dans la population humaine où il y a une majorité, c'est plutôt à gauche, quoi. Et ça s'est vu, c'est le fameux Paul Broca qui
qui est un Français d'ailleurs, qui a découvert en fait chez un patient, vous connaissez ça, peut-être ceux qui ont eu des cours en psycho il y a très longtemps, ou en neuropsy aussi, c'est très connu, sur ces troubles du langage associés à une lésion. Broca, il a suivi un patient qui parlait qu'avec répéter le mot tan 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 tan. Et à sa mort, Broca a pu récupérer le cerveau. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que ce patient-là qui avait des troubles de la parole avait une lésion dans l'hémisphère gauche. Et c'est là où il s'est dit peut-être que son trouble est lié à cette lésion-là dans le cerveau. Et c'est comme ça qu'il a popularisé l'idée, mis en évidence cette idée d'asymétrie. C'est qu'il a vu d'autres cerveaux qui avaient exactement le même trou, mais dans le côté droit, où le patient n'avait pas du tout ce trouble-là. Donc on se dit peut-être que le langage, effectivement, il est ce qu'on appelle latéralisé, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans un hémisphère plutôt que l'autre. Comment ça se fait qu'un patient qui a le même trou, mais l'autre côté, lui, il n'a pas du tout le trouble de la parole? Donc des patients de Broca, je vais vous donner un exemple. Du coup, il a donné, au passage, il a donné son nom, évidemment, à la zone trouvée, quoi, tant qu'à faire, autant mettre son nom. C'est devenu la zone de Broca. Donc là, vous avez un patient, par exemple, ça marche pas. Vous voyez ce que ça donne. Hop, Broca. Voilà. However, we shall see how effective this patient is at manipulating his intonation of this utterance. The segments you will see are, first, a conversation about his upcoming move to a new house, followed next by a sample of his spontaneous automatic speech. Vous avez un patient typique de Broca qui a une lésion dans l'hémisphère gauche. Donc là, vous avez le médecin qui lui pose des questions et le patient répond. Is it because the kids have grown and the house has gotten too big, or ready for a smaller place? Seems Voilà, maintenant elle va lui demander de compter ses enfants. Combien vous avez d'enfants? 4. Est-ce que vous pouvez les compter? Now let's count it out. 1, 2, 3, 4. Nice. Well, since you did 4 so well, let's Allez, continuez à compter. go up to 20. Partez de 1 et montez jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, Okay, 1. Donc là, qu'est-ce qui est préservé dans le langage? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certaines fonctions du langage, effectivement, sont troublées, mais d'autres sont maintenues. Qu'est-ce qui vous semble maintenu dans cette... l'intonation, ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, elle n'a pas bougé. Non, 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 non. Ça reste. Les gestes, on voit, les gestes sont là, donc il y a des fonctions du langage qui sont encore là. Alors, il fait des gestes plutôt de la main gauche, parce que c'est l'hémisphère gauche qui est troublé, donc ça affecte évidemment la main opposée, la main droite. Par contre, la main gauche est maintenue, du coup. Vous avez quoi aussi comme... La compréhension est là. Vous voyez très bien que ça, la compréhension du langage, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Et par contre, vous voyez à un moment, elle lui pose des questions sur le nombre d'enfants et que le patient, vous voyez qu'il est capable de répondre. Qu'est-ce qui s'est passé là? D'un coup, il y a le langage qui est revenu ou c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été restauré? Alors peut-être voilà, peut-être ça peut être ça, des fonctions algorithmiques qui sont maintenues, arithmétiques. Des choses qui sont pas rangées au même moment. Alors non, pas tout à fait. En fait, effectivement, le langage, il a du mal à faire les mots, mais qu'est-ce qui se passe après quand il compte? On voit bien que c'est pas arithmétique qui est troublé. C'est qu'au bout d'un moment, ça... Donc qu'est-ce que ça dit, ça? Ouais. C'est pas tout à fait, à partir du moment où ça commence à 17, 18 en anglais, quoi. Genre 14, 5. Ça peut être une idée, ouais, c'est pas mal. Ouais, effet. Mais qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui pourrait être le plus simple en fait? La fatigue. Mais pourquoi? C'est comme quoi? C'est comme une poésie. Exactement, c'est une chanson.
les chiffres, c'est comme l'alphabet, on connaît les premiers ABCD1. Après, on est obligé d'activer le langage pour prendre le relais. C'est pas automatisé tout le reste de la séquence. On connaît le début, toutes les chansons, comme tu disais, les paroles de chansons, on connaît toujours le début, après, c'est automatique. Donc, et ça active pas forcément les mêmes zones, c'est plutôt hémisphérique droit, le traitement de la musique, la chanson, tout ça, on peut chanter. On peut chanter sans forcément activer le langage parce qu'on a appris le début d'une chanson et on voit qu'après, quand le langage doit prendre le relais, bah là, il n'y a plus le langage. Donc c'est un peu ça les chiffres. Au début, la série, on la connaît. Après, les chiffres un peu plus élevés, ça demande d'activer les fonctions langagières pour y accéder. En tout cas, certaines fonctions langagières. Oui. Est-ce que ces personnes se rendent compte qu'il y a une anomalie, par exemple? On a l'impression à la fin, à un moment, il réalise du coup, mais c'est troublant parce que pendant toute l'interview, il parle sans. On se demande d'ailleurs s'il a vraiment conscience de son trouble, mais on le voit en fait à la fin. Parce qu'il faut savoir que les patients qui ont des aphasies bronchiales, ils sont rééduqués, donc ils sont toujours en interaction et on leur demande du coup de parler, que c'est important de maintenir. Donc on ne sait pas s'ils le font parce qu'ils comprennent pas, ou alors parce qu'ils le font parce qu'ils savent que ça fait partie de la rééducation, d'échanger comme ça avec de dire après quel est le visage le plus souriant. Ça va? Attention, vous êtes prêts? Ça va vite, hein? Attention, je vous laisse passer. Ça va, tout le monde voit? Attention. Tac, tac. Qui dit le premier visage le plus souriant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui dit le deuxième visage le plus souriant? Ah ouais. Ah ben ça tombe bien. C'est exactement la même image en fait. C'est la même image, c'est juste qu'elle est en miroir. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? Le premier, on l'a pas vu. Ah pardon, ouais, c'est allé un peu vite, ouais. Désolé pour ceux qui... Je suis passé un peu vite, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi certains préfèrent le deuxième? Pourquoi certains préfèrent le premier? C'est que vous avez ce traitement asymétrique. Certains ont plutôt le traitement des émotions du visage plutôt dans l'hémisphère droit et d'autres ont plutôt ce traitement-là dans l'hémisphère gauche. Donc en général, ceux qui ont le traitement dans l'hémisphère gauche, ils sont en minorité par rapport à ceux qui traitent dans l'hémisphère droit. Et ça se manifeste très bien dans la façon, là typiquement, toutes les informations de visage du côté, en fait toutes les informations du côté droit, elles arrivent en premier dans votre hémisphère gauche. Ok? Donc toutes les informations par contre du côté gauche, elles arrivent d'abord dans l'hémisphère droit. Après elles transitent par ce qu'on appelle le corps calleux, il y a un petit pont entre les deux hémisphères qui fait que c'est pas grave. Si votre traitement des visages et de l'émotion était pas dans l'hémisphère où de première arrivée de l'information, c'est pas grave, ça va transiter par le corps calleux et aller donner l'info à l'hémisphère dominant pour le traitement des visages. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Ceux qui ont l'hémisphère dominant gauche pour le traitement des visages ou des émotions, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu cette information-là en premier, parce que l'information gauche, ah non pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi. Cette information-là est arrivée direct dans votre hémisphère droit, celle-là. Et celle-là est arrivée direct dans votre hémisphère gauche. Donc le temps que les deux rejoignent la zone de traitement dans l'hémisphère gauche, lui, c'était juste plus rapide. Toutes ces informations-là sont arrivées plus rapidement dans votre hémisphère dominant gauche. C'est pour ça que vous, ce visage-là, par contre, ces informations-là ont mis un peu plus de temps pour arriver, vu que ça devait passer par l'autre hémisphère, le corps calleux, etc., pour aller jusqu'à l'hémisphère gauche. Et ceux qui ont choisi le deuxième visage, c'est l'inverse. Évidemment, le sourire est plutôt du côté gauche, donc ça, c'est arrivé pile dans l'hémisphère droit. Tout ce qui est information côté gauche. Et c'est là où il y a le sourire, donc forcément, vous avez perçu le sourire d'abord, avant de l'autre partie des informations du côté droit, qui sont arrivées dans l'hémisphère gauche, passées par le corps calleux et arrivées dans l'hémisphère dominant droit pour l'émotion. Vous avez compris? Ok. Là, dans le texte, alors, on ne devrait pas trouver le premier visage plus sympathique, si on parle de... C'est ça, c'est le deuxième visage plus sympathique. Pour la majorité des êtres humains, disons. C'est comme il y a une majorité de droitiers, il y a une majorité de gens qui traitent les visages plutôt dans l'hémisphère droit ou les émotions dans l'hémisphère droit, ce qui peut expliquer que les gens préfèrent. C'est ça. Ah, d'accord. Oui, c'est inversé, pardon. J'ai mis le 2, j'aurais dû. Ouais. Oui, la deuxième image est en haut. Hein. Ouais.
Oui, j'ai mis un petit piège, pardon. Vous avez bien compris le principe. Maintenant, oui. Parle plus fort. On a toujours En fait, on capte les deux parties du visage. On les capte, mais sauf qu'il y a un petit délai. Tout simplement parce que les informations du côté gauche arrivent d'abord dans l'hémisphère droit, et les informations du côté droit arrivent d'abord dans l'hémisphère gauche. Exact, on capte tout en fait. On a toutes les informations qui arrivent partout. Sauf que toutes ces informations-là, s'il y a de l'émotion de ce côté-là, et que mon émotion est dans l'hémisphère gauche, attends, je me mets dans ton sens. Toi, tu as choisi quel visage? C'était le 2. Donc là, en gros, toutes les informations de sourire sont arrivées d'abord dans ton hémisphère droit. Donc ça veut dire quand on voit un visage, on ne sait pas, on voit la partie gauche du visage avec un des hémisphères. En fait, il y a les deux qui arrivent, c'est juste qu'au niveau du traitement, quand on parle du traitement émotionnel du visage, tu vas percevoir les émotions plus rapidement, en tout cas celles qui vont arriver pile dans ton hémisphère déjà dominant, quoi. Donc effectivement, le visage qui sourit pas, il va arriver aussi en même temps, mais avec un tout petit léger décalage lié à ce trajet un peu plus long vers le siège des émotions. Ok ? Donc bref, c'est plutôt pour dire qu'on a déjà commencé à regarder la main qu'ils utilisent. Est-ce qu'il y a des droitiers ou des gauchers? Oui, effectivement. Et chez beaucoup de primates, comme chimpanzés, babouins, gorilles, bonobos, enfants, c'est plutôt la main droite qui est dominante dans une grande majorité. Ça va de 60% à 90% chez l'humain. Après, les gauchers, ça va de 15% à 50%, à 45%, disons. Et donc, il y a une petite tendance de droitier plutôt chez ces primates-là. Par contre, ce qui est troublant, c'est qu'on a trouvé aussi une petite tendance des gauchers pour des actions de manipulation d'objets. Hein. Là, c'est un petit tube qu'on leur donne, ils mettent le doigt à l'intérieur, ils portent en bouche l'aliment et on note la main qu'ils utilisent pour enlever la nourriture, en fait. C'est pas mal ce test parce qu'ils ont tous dans la même disposition. Il n'y a pas des biais de posture selon la main qui est libre ou pas. Enfin là, au moins, ils sont tous pareils. Donc c'est facile de comparer les mesures entre elles, entre les espèces, entre les sujets, entre le nombre d'essais aussi. Par contre, on a trouvé avec cette tâche aussi des gauchers. Ça, c'est très bizarre. Il y a une plus grande proportion de gauchers chez les orang-outans, les singes de Brazza, les singes écureuils, les snub-nosed monkeys. Et on s'est demandé pourquoi, en fait. On ne sait pas trop. Mais quand on met tous ces résultats dans un graphe, on réalise qu'il y a deux grandes tendances qui dégagent et qui ne collent pas du tout à l'évolution, à la phylogénie. Ça colle plutôt au milieu de vie. Si vous mettez les singes arboricoles, ils ont plutôt une tendance, les valeurs négatives le montrent, une tendance plutôt à utiliser la main gauche. Pour les singes terrestres, par contre, qui incluent l'espèce humaine, on a plutôt une prédominance des droitiers. C'est là où on s'est dit que le phénomène de droitier ou gaucher, ça n'a rien à voir avec les mutations et l'évolution, ça va plutôt à voir avec le milieu écologique dans lequel on vit. Donc c'est peut-être, il y a des facteurs qu'on appelle biomécaniques, de posture, d'écologie qui sont liés au milieu dans les arbres par rapport au milieu terrestre. Oui. Si on considère que les primates arboricoles, ils sont droitiers, ils sont gauchers parce qu'ils sont allés chercher avec l'index gauche, ouais. Du coup, ça veut dire qu'ils tenaient exact. avec la main droite. Ouais. Ce qui les intéresse avant tout, c'est de tenir, non? Ouais, c'est une très bonne remarque, effectivement, parce que c'est la théorie de l'origine posturale de la latéralité. C'est effectivement d'imaginer qu'en fait, ils sont tous dominants droits. C'est juste que la main dominante chez les singes arboricoles, elle est maintenue, elle est dominante pour se maintenir dans les arbres, quoi. Et du coup, la main qui reste, on n'a pas trop le choix, c'est plutôt la main qui reste. Donc certains disent ça, c'est intéressant, qui disent en fait, il n'y a pas de différence. C'est juste que il y en a qui exactement, la division du travail, c'est pas fait de la même façon à cause de cette contrainte-là du milieu de vie. Donc c'est assez sensé, quoi. Enfin, j'aime bien cette hypothèse-là que après on n'en sait rien, c'est que spéculatif tout ça, mais c'est intéressant du coup. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est intéressant de comparer plein d'espèces entre elles en fait. Si on avait focalisé que sur 2 espèces, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu cette importance du milieu de vie. Mais revenons au geste alors, parce qu'on a réalisé quoi? On a réalisé que d'être droitier ou gaucher, en fait, ça n'affecte en rien la symétrie du langage. Rappelez-vous, je disais que le langage était plutôt, enfin la majeure partie des fonctions, plutôt dans l'hémisphère gauche, sauf qu'on a réalisé que les gauchers aussi, en fait. Donc en gros, d'être gaucher ou droitier, il n'y a pas vraiment de différence en termes de organisation du langage, plutôt dominant gauche aussi chez les droitiers et aussi chez les gauchers. D'accord? Pourquoi je dis ça? C'est que du coup, on n'a pas trouvé un bon candidat pour expliquer. Est-ce que en regardant les gens, est-ce qu'on pourrait déceler un indice d'asymétrie qui pourrait trahir l'hémisphère dominant du langage? Et ça intéresse qui? Ça intéresse les neurologues,
par exemple, avant de faire une chirurgie, comme une collègue ici qui travaille à la Timone, qui est épileptologue, qui s'appelle Agnès Trébuchon, elle fait... elle investigue d'abord où se situe le langage avant de pouvoir intervenir, préparer une chirurgie pour des patients épileptiques, où il s'agit de circonscrire le foyer épileptogène où se propage l'épilepsie, et pour guérir les patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'écarter le foyer où se déclare l'épilepsie. Et pour ça, ils ont besoin de savoir où se situe le langage, pour ne pas toucher le langage, parce que sinon ça va affecter ça va faire des conséquences sociales dans la vie sociale. Ça peut créer des troubles assez importants. Donc l'idée, c'est pas d'handicaper le patient plus qu'avant. Donc ils font vraiment gaffe à ça. Donc ils font plein d'investigations sur la localisation du langage avant d'intervenir. Du coup, ça les intéresse de savoir est-ce qu'on peut trouver des candidats, des expressions de comportement qui pourraient indiquer ça. Et c'est là où on revient à nos babouins, c'est que les babouins nous ont mis sur une piste. Rappelez-vous ce babouin qui communique avec les mains en tapant. On s'est mis à mesurer l'usage de la main. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, c'est intéressant, que ce soit chez les gauchers ou les droitiers, on a vu une explosion de l'usage de la main droite. Autrement dit, on est passé 65% de droitiers. Avec le geste, on bascule à 78%. Donc on a une sorte de... Voilà, on ne savait pas trop pourquoi, mais cet usage de la main droite... je vous montre ça, voilà, vous avez... Et ça, du coup, on a vérifié chez plusieurs espèces, on retrouve exactement le même effet. Chez les babouins, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les humains, vous voyez une hausse de l'usage de la main droite dans les barres en noir, là, par rapport aux barres en grise. Les barres en grise, c'est les tâches de manipulation d'objets, là, le fameux tube, et les barres en noir, ce sont les gestes de communication. Donc là, on a juste une moyenne qui inclut évidemment tout, les gauchers et les droitiers, mais vous voyez que la tendance va vers un usage accru de la main droite pour la communication des mains. Et ça, on l'a vu chez les humains, c'est dingue, ça marche aussi chez les gauchers. Vous voyez les gauchers ici en gris. En manipulation, pas de surprise. Les valeurs qui partent vers le bas, c'est plutôt dominant gauche, et les valeurs qui partent vers le haut, c'est plutôt dominant droit. Donc vous voyez en noir, les droitiers sont droitiers, pas de surprise, et les gauchers, valeurs négatives, sont gauchers. Mais regardez ce qu'ils font maintenant en communication gestuelle. On a fait la tâche du pointage, là. On leur a fait faire des gestes de pointage chez une batterie d'une centaine d'humains, une centaine d'enfants. Oui. Jaune garé, flash. Une Smart blanche garée devant le garage. Voilà. Merci. Et regardez le comportement des gauchers. Quand ils font de la communication gestuelle, les valeurs deviennent positives au-dessus de la barre, là. Donc en gris, vous voyez que les valeurs deviennent positives en pointage. Et les droitiers, la valeur, l'usage prédominé de la main droite augmente aussi par rapport aux droitiers en manipulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose en gros avec la communication. Voilà. Quand les gens communiquent avec les mains, quand les babouins, gorilles, chimpanzés, bonobos communiquent avec les mains, il y a certainement, que ce soit des gauchers ou des droitiers, on s'en fout, il y a certainement l'hémisphère gauche qui est beaucoup plus activé chez une majorité d'individus. Et ça, quand on sait que le langage, c'est l'hémisphère gauche, on se dit, attendez là, il y a peut-être un lien. Peut-être que le singe, quand il communique avec les mains, il active le même hémisphère que l'hémisphère dominant pour le langage. Autrement dit, on a peut-être un lien direct entre la communication gestuelle chez les singes et le langage humain. On a peut-être ce qu'on appelle une continuité phylogénétique. C'est tous les points communs, rappelez-vous, qu'on a détectés dans les comportements gestuels. Au niveau peut-être cérébral, ça implique peut-être une même organisation asymétrique que le langage. Peut-être que notre organisation du langage trouverait sa racine directement dans ce système gestuel ancestral et également latéralisé dans l'hémisphère gauche. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a cherché à vérifier, cette fois-ci en analysant des images IRM d'humains, de chimpanzés et de babouins. Et c'est que des images anatomiques, parce qu'ils dorment, donc c'est des images, des photographies, si vous voulez, en 3D de leur cerveau. Et après, par ordinateur, on peut tracer, s'amuser à colorier, c'est du coloriage, on va tracer des zones d'intérêt. Et on va essayer de quantifier dans le cerveau du chimpanzé ou le cerveau du babouin les zones homologues du langage. En fait, on n'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes zones, mais au moins on va chercher au même endroit à colorier à partir de mêmes repères. Donc les frontières, ce sont les fameux sillons. On va essayer de repérer des sillons identiques pour définir une zone d'intérêt connue pour être impliquée dans le langage. En tout cas, dans la littérature scientifique humaine, certains disent qu'on retrouve
Il y a trois zones très connues du langage. C'est pas exhaustif parce que le langage, rappelez-vous, ça s'allume de partout. Hein. Quand je parle, il y a tout qui s'allume. Il y a une petite tendance un peu plus forte dans l'hémisphère gauche. Et il y a 3 carrefours très connus. C'est la fameuse aire de Broca, hein, que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais c'est aussi le planum temporale. C'est aussi la partie antérieure d'une zone qui s'appelle l'insula. Enfin bref, des zones d'intérêt comme ça qu'on a cherché à tracer, à quantifier dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche chez chaque babouin et chaque chimpanzé. C'est intéressant, c'est que cette zone-là, le planum temporale, c'est la zone qui contient l'aire de Wernicke. Vous avez peut-être entendu parler de cette zone-là aussi clé du langage, mais en gros, là, c'est intéressant, mais qu'ils se sont dit, ah ben c'est marrant, en regardant un cerveau humain, on voit qu'il y a la zone de Wernicke, là, le planum temporale, qui est plus grosse dans l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit. D'accord ? Ah bien ça, ils se sont dit, ben regardez, on a une sorte de signature anatomique. Rien qu'en regardant la morphologie du cerveau, on peut dire que le langage est plutôt dans l'hémisphère gauche. Et ça, c'est une majorité d'êtres humains. On a cette asymétrie plus grosse de cette zone-là en rouge. Je ne sais pas si peut-être vous pouvez baisser pour que vous voyez. Regardez ici, vous avez en rouge la fameuse planum temporale, c'est juste un peu plus gros dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Pareil pour le Broca, pareil pour l'insula antérieure. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé chez nos chers cousins. Et donc là, je vous montre chez le babouin. Pour ces 3 zones-là, on a retrouvé non seulement les mêmes asymétries, autrement dit, il y a une majorité de babouins et de chimpanzés qui ont ces zones-là plus prononcées, plus grosses, si vous voulez, dans l'hémisphère gauche, comme le langage. Mais ce qui est plus intéressant encore, et c'est là où on a été assez bluffé, c'est que cette taille-là varie, cette asymétrie dans le cerveau varie selon la main utilisée en communication uniquement. Autrement dit, ceux qui communiquent avec la main droite, le babouin qui tape avec sa main droite, il a plutôt ces zones-là plus grosses dans l'hémisphère gauche, et celui qui tape avec sa main plutôt avec la main gauche, ils ont plutôt ces zones plus grosses dans l'hémisphère droit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a trouvé peut-être un lien entre communication gestuelle et zone homologue du langage, quoi. Grâce aux asymétries, on arrive à faire ce type de correspondance indirecte, même si c'est un sujet qui dort. Parce qu'on mesure aussi leurs interactions. Par contre, si on fait la distinguo gaucher droitier, on ne voit pas de différence dans leur cerveau pour ces zones-là. Donc c'est vraiment la communication par les mains qu'on relie à ces zones homologues du langage. Donc évidemment, tout ça nous conforte dans l'idée que toutes ces propriétés-là, particularités de la communication gestuelle, chez les primates, pourraient trouver des continuités avec le langage humain, sauf que là, en fait, ça change un peu le scénario. C'est qu'on pensait que cette organisation asymétrique du langage et toutes ces propriétés apparaissaient avec la parole chez l'Homo sapiens il y a à peu près 350 000 ans. Là, on repousse non seulement aux chimpanzés similaires, mais on repousse à l'ancêtre commun, babouin, chimpanzé, humain, à 35-40 millions d'années, quoi. Donc le scénario, et il change de manière assez drastique quand on voit le langage justement comme un ensemble de propriétés cognitives comme ça. Et tout ça, ça commencerait par le geste en fait, il y a 35 millions d'années. Voilà. J'en ai fini, merci beaucoup de votre attention. J'ai un peu dépassé là. D'une demi-heure de... Nous avons pris l'habitude de tirer une personne au sort pour qu'elle fasse le résumé de l'exposé. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez poser des questions. C'est une exposition précoce à une double culture qui vous a poussé dans cette branche. Non seulement on ne t'entend pas, mais les autres ne t'entendent pas non plus. Je vais te prêter un micro. Est-ce que c'est possiblement une exposition précoce à une double culture qui vous a poussé vers l'exploration d'autres types de langages aussi étranges? C'est une bonne question. Non, je pense que c'est assez classique. C'est vrai que j'ai des origines arméniennes par mon père, polonaise et belge par ma mère. Mais après à la maison ça parlait quand même français, même si mes grands-parents parlaient tous une langue étrangère. Mais non, c'est comme tous les gamins. Je pense que tous les gamins, vous interrogez un gamin, il veut être soit être véto, soit être pompier, soit être astronaute, soit être, je sais pas, il y en a... Enfin bref, moi c'était véto quoi. Sauf que véto, je tombais dans les pommes à la moindre goutte de sang. Donc c'est clair que j'ai essayé les études véto, mais c'était pas possible. Pour moi, donc ça c'est plus cette fascination de gosse que certains on a eu,
qui s'est concrétisé au travers de rencontres et d'opportunités, quoi, qui m'ont amené vers cet intérêt-là aussi. Mais comme n'importe quel gosse fasciné devant un documentaire animalier, quoi. Je fais partie de ces gamins-là, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une chance assez dingue, bien sûr. Ouais. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de métier. Hein. C'est un fantasme, quoi, comme d'être, je sais pas, comédien. Y en a qui arrivent, quoi. Ouais. Vous avez entendu parler de cette expérience juste si vous avez entendu parler de... Je te rapproche du micro. Vous m'entendez? Oui. Ah. Monte un peu, ouais. Il y a un bouton dessus. Vous avez entendu parler de cette chanteuse lyrique qui, elle, distinguait les pleurs de bébé. Chaque pleur correspondait à un... Ouais. Non, c'est intéressant, ouais. Oui, c'est vrai que ça demande un entraînement, parce que on n'y arrive pas tous. Hein. Ah, elle avait l'oreille absolue, ouais. Une chanteuse lyrique. Ouais. Ah, une chanteuse lyrique qui avait à distinguer l'origine, enfin c'est ça, ce que voulaient dire les pleurs de son bébé, quoi, c'est ça? Voilà, chaque pleur correspondait à un besoin. Ah, un besoin, ouais. C'est vrai qu'en général, quand on commence à comprendre, c'est trop tard. On commence à faire ses nuits, tout ça pour... ouais. Mais c'est... ah, c'est une bonne remarque. On a commencé par les animaux, mais on n'a pas commencé par enregistrer les sons du bébé. C'est vrai. Elle a dû le faire parce qu'elle avait l'oreille absolue. Et oui. Non, c'est intéressant. Mais c'est un très bon exemple, ça, de comment des cris qui sont vraiment stimulés par l'émotion et l'état interne, les changements d'état, des besoins comme un inconfort, la faim, la soif, ça conduit à des patterns de son en fait assez différents. C'est pas juste de la colère qui s'exprime du bébé qui fait que le parent il est à court. Au début c'est ça, on n'arrive pas à le distinguer, mais après on commence à percevoir les nuances, un peu comme le singe vert qui finit par distinguer peut-être les nuances de cris d'alarme pour l'associer au... Donc c'est une bonne remarque, je l'utiliserai plus... Peut-être une deuxième, c'est une personne qui va. Pas sûr qu'il y ait suffisamment. Pourquoi vous pensez que nous, on a développé le langage et que les singes le développent pas aujourd'hui, puisqu'apparemment ils en ont la capacité? Pourquoi on reste dans des mondes vocaux séparés? Ah, c'est une bonne question ça. En fait, je suis pas sûr qu'ils aient la capacité en fait. On voit que par le geste, il y a certains verrous qui ont sauté, quoi. L'intention a sauté, la référentielle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça suffit pas parce que le gâteau, il est grand, hein, il intègre d'autres ingrédients. Là, on a un gâteau qui est pas mal, mais c'est pas encore un système linguistique. Qu'est-ce qui manque? Il manque plein de choses, en fait. Il manque la symbolisation, cette capacité à représenter de manière abstraite, en fait, à créer des étiquettes, si vous voulez, hein, sur les objets, à créer ces sortes de conventions partagées qui est propre au langage. On a créé des étiquettes. C'est génial, les étiquettes, parce qu'on peut les manipuler facilement. On peut coller les étiquettes sur nos représentations, sur nos émotions, sur des mots qu'on partage, et ça c'est vrai que c'est une puissance, c'est intéressant parce que ça allège le système cognitif. De mettre des étiquettes, c'est plus facile à manipuler que d'imaginer le babouin comment il va nous saluer, quoi. Est-ce qu'il est bien intentionné? Je vais essayer à partir des indices comportementaux, essayer d'inférer ce qui va se passer. Là avec une étiquette salut, c'est plus facile à manipuler, donc on peut se dire qu'il manque peut-être ça, la symbolisation. De créer des étiquettes pour désigner les choses, c'est quelque chose qu'ils ont du mal. On n'a pas parlé de syntaxe. Syntaxe, effectivement, on a du mal à trouver des organisations syntaxiques, grammaticales, comme qui permet en fait cette infinité de sens. À partir d'unités finies, on peut construire une infinité de formes et de sens. Et ça, on trouve de la syntaxe dans d'autres propriétés que la communication. Donc ça existe chez les animaux, mais ça peut être sous une forme qui n'est pas encore été intégrée par le chef d'orchestre, quoi. Là, la syntaxe, on en trouve plutôt chez les chimpanzés dans le moteur. Quand ils cassent une noix avec un marteau, quand ils fabriquent des outils, quand on décompose toutes ces petites unités d'action, là, je ne sais pas, de prendre une tige, d'enlever les feuilles, de mordiller le bout pour que ça fasse une petite brosse, de l'insérer après, tout ça c'est une unité d'action. Quand on les assemble entre elles, on retrouve des structures très proches des structures grammaticales en fait. On a des systèmes de propositions avec des parenthèses, genre je prends ma noix, d'abord je prends mon enclume, je ferme la parenthèse, je repose la noix sur l'enclume,
enclume, allez, je casse après avec. Donc on a un système d'emboîtement d'unités d'action qui font vraiment penser à la grammaire. Donc ça, la question, c'est comment cette propriété-là qui existe apparemment, comment elle a fini par être intégrée dans le système de communication intentionnelle référentielle. On voit qu'il manque un pont là. Et c'est peut-être ça que l'évolution a amené, c'est juste des ponts entre des compétences qui existaient déjà, quoi. Comment rentre en jeu la catégorisation, comment rentre en jeu la mémoire de travail, le symbole. Le symbole, peut-être on en trouve des racines dans ces compétences de catégorisation, de représentation mentale de l'environnement, au bout d'un moment enfin bref, tout ça pour dire que ce qui leur manque, c'est plutôt ces passerelles vers toutes les autres propriétés dont on a besoin pour le langage. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le langage, et se pose la question, pourquoi alors? Pourquoi ils n'ont pas l'ancêtre commun? Pourquoi ils n'ont pas tous tendu vers ça? C'est une question de vous jouer au dé, c'est pareil. Vous allez avoir des séries de chiffres très différents, sauf qu'eux, ils ont rencontré des environnements, des histoires qu'on appelle les histoires évolutives ou phylogénétiques très différentes, qui ont conduit à des processus de sélection très différents. En fait. Donc en fait, c'est très difficile d'imaginer, il n'y a pas de déterminisme quand même. Le langage, c'est pas le but ultime de tout système de communication où toutes les espèces tendraient vers ça. Chacune a trouvé sa voie, comme de l'eau qui s'infiltre par le gré de la chance et un peu de certains événements dans l'environnement, fait que l'histoire s'est faufilée dans des directions très différentes, qui a amené à des systèmes de communication très différents. Par contre, on trouve des origines communes, et nous, c'est ça qui nous intéresse. Pour reprendre la source du fil d'eau, là, on a pu retrouver la source de certaines compétences, en tout cas communes. Mais les histoires sont très différentes, ce qui fait qu'on a des espèces très différentes, des systèmes cognitifs très différents, et à partir de racines forcément communes, quoi. Il y a une zone de broca chez les singes? On ne sait pas. On ne sait pas si on peut appeler ça broca. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé au même endroit, quoi. Quand on reprend un cerveau humain, je peux vous remontrer le cerveau de Broca. Broca, ce qu'il a observé, c'était ça. Ici, là. Il a vu un trou ici, en fait. Vous voyez? Dans les zones frontales. Et là, on ne voit pas très bien, mais normalement, il y a un petit sillon ici, là. Un pli. Bon, là, il y a un trou, donc ça masque un peu tout. Mais nous, ce qu'on a fait, pour Broca, on a regardé un sillon à peu près équivalent. C'est celui-là. Je bouge un peu avec la souris, vous le voyez? Je vais mettre en grand écran, peut-être. Donc ça, c'est Yannick Becker, un thésard qui travaille sur ce sujet-là avec nous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait cette partie-là du sillon. Et Broca, en fait, on ne sait pas, mais devrait se situer soit ici, soit ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mesuré la profondeur de ces sillons-là au niveau, à l'endroit où devrait se situer Broca chez l'humain. Ok? Et on a vu que le sillon, il était juste plus profond dans l'hémisphère gauche, c'est ceux qui utilisent la main droite en communication, et dans l'autre hémisphère, il était plus profond chez ceux qui utilisaient la main opposée. Donc en fait, la profondeur de ce sillon nous a donné un indicateur de la zone qui a, alors on ne sait pas si c'est laquelle, si c'est celle-là ou celle-là, mais en tout cas exactement à l'endroit où devrait se trouver Broca chez l'humain. Donc on trouve des parades, vu qu'on ne sait pas exactement où ça se trouve, on trouve des indicateurs comme ça pour essayer de se repérer dans le cerveau, naviguer dans un cerveau qui est pourtant très différent, quoi. Donc nous, on s'amuse à appeler ça Broca, homologue, je sais pas quoi. C'est plus facile à vendre que de dire le sillon arqué inférieur, machin. Donc c'est vrai que de parler de Broca, on aime bien, mais c'est un peu ambitieux, peut-être. Non, mais s'il l'avait, il pourrait y avoir la parole, puisque si... C'est une bonne question. En fait, on ne sait pas ce qu'amène Broca, en fait. Est-ce que Broca, c'est juste la parole? On voit bien que non, parce que quand Broca est lésé, il y a plein d'autres fonctions du langage qui sont encore là. Donc Broca, c'est quoi? On ne sait pas trop. Certains disent que c'est plutôt... Broca a un rôle d'assembleur, c'est-à-dire il assemble des choses des unités entre elles. Ça peut être du mouvement, d'assembler, ça peut être la perception de mots qu'on arrive à assembler dans des phrases, ça peut être dans la production aussi, ça peut être dans la coordination. Certains disent que c'est important Broca dans ce qu'on appelle la sémantique, l'accès au sens. D'autres disent que c'est important dans le lexique. En tout cas, nous, ce qu'on démontre, c'est pas grand-chose, mais on dit juste que nous, c'est relié au geste. Donc certainement à l'intention. Et Broca, il est important, en tout cas chez les singes,
Chez l'humain, c'est beaucoup plus divers, apparemment c'est son rôle, mais ce qui est clair, c'est que Broca, il est impliqué dans le mouvement chez l'humain. C'est une zone qui n'est pas exclusive au langage. Broca s'allume quand je suis une recette de cuisine. Broca va s'allumer quand je conduis une voiture. Parce que conduire une voiture, c'est quoi? Je vais insérer la clé, mettre le pied, je vais fermer la porte, je vais faire plein de petites unités d'action qui vont s'assembler dans une phrase, comme la grammaire en fait, et qui fait que Broca va s'allumer. Pourtant, je ne parle pas, je ne pense même pas à des mots, à quoi que ce soit, mais mes actions vont faire que Broca va s'allumer. Donc ce qui fait que Broca, quand on coupe Broca, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a plus accès au lexique. Dans la coordination, peut-être elle est troublée. La plupart des patients qui ont des lésions de Broca, comme le patient qu'on a vu, il y a des troubles de la coordination, très clairs. Pour conduire une voiture, ça devient compliqué. Donc c'est là où on voit que toutes les zones du cerveau, il n'y a pas une zone pour une fonction en fait. Cette vision-là du cerveau, elle commence à être un peu dépassée. On réalise que le cerveau, c'est plutôt un réseau de plein effectivement de nœuds, hein, comme Broca, mais qui sont impliqués dans plein d'autres fonctions en fait. Comme si toutes les structures cérébrales se recyclaient, étaient utiles à certains disent que Broca s'active pour faire des opérations mathématiques aussi, pourquoi pas. Certains disent, enfin voilà, en gros on a ces outils qui sont évidemment utiles à plein d'autres fonctions. Voilà, le marteau, on va s'en servir pour planter un clou, mais on peut aussi s'en servir pour casser une pierre, quoi. Ben, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a ces outils-là qu'on va se servir pour plein d'autres fonctions que le langage. Et Broca fait partie de ces zones multifonctions, un peu comme un couteau suisse, quoi. Ah oui. C'est l'heure de la soupe pour quelques-uns. Ouais. Ah, une petite question. Trois choses avant que vous partiez. Vendredi, à Pont de l'Étoile, Yves Pilon, qui est docteur en philosophie, viendra faire une conférence sur la démocratie. Samedi après-midi, à 15h, à partir de 15h, Robert Guélignon, deux parties, de 15h à 16h30, débat autour d'images connues ou pas connues, et à partir de 16h30, 17h, projection d'un film qui est ancien mais qui continue à être intéressant, À la vie, à la mort. Et puis lundi prochain, rendez-vous ici pour parler à nouveau de la perception des primates avec Muriel qui est là. Merci à toutes et à tous. Rangez vos chaises en partant, s'il vous plaît. Pardon. C'est lundi prochain. Et merci bien sûr. Merci à Adrien. Merci à toi. Merci bien.